d'être là pour cette dernière table ronde de nos universités de rentrée, qui, excusez du peu sur l'ambition, s'appelle « Faire reculer le Rassemblement national et rassembler les Français ». Et on a à peine deux petites heures, donc il va falloir faire imaginatif. Alors on dirait qu'on aurait pu aussi, et ça aurait eu du sens politique, dire rassembler les Français pour faire reculer le Rassemblement national. Ça n'aurait pas été idiot comme formulation. Et puis il y a la formulation d'Emmanuel Morel, un peu plus comment dire, enthousiaste, vous connaissez Emmanuel, c'était « Est-il encore temps de faire reculer le Rassemblement national ?» Donc là, je me suis dit, bon, si on veut que tout le monde... enfin voilà, qu'il y ait un peu d'entrain dans cette réunion, sinon ça va être terrible. Bon, donc j'ai... Bref, c'est une question ambitieuse, je viens de le dire. Alors que nous semblons n'avoir jamais été aussi loin de la refondation républicaine de la gauche que nous appelons de nos voeux et qui nous semble la seule solution pour faire rassembler les Français. Et en plus, cette situation à laquelle on va parler n'est pas purement franco-française. Je le dis parce que nous avons un invité franco-hongrois, la personne de Jean-Marie Cador, qui est membre du Parti des travailleurs hongrois de 2006, on vous expliquera tout ça, qui sera notre premier intervenant. Donc c'est pas seulement une problématique qui nous est propre. La deuxième chose, c'est que c'est une question ancienne. Donc j'ai bien préparé en relisant des trucs anciens, je me suis rendu compte qu'il y a 20 ans, au moment de 2002, la percée de Jean-Marie Le Pen, les commentaires, les interrogations, les pistes de solutions, c'est exactement les mêmes que celles qui sont dans le débat public aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'en 20 ans, nous n'avons pas fait un pas en avant. Mais grâce à nous, ce matin, ça va s'éclaircir. On y parlait déjà du fait que la gauche n'assumait pas les questions de sécurité, qu'on avait abandonné la nation, qu'on ne parlait plus au peuple. Et effectivement, alors ça s'est un peu aggravé quand même, me semble-t-il, avec la période, c'est qu'on a abandonné la nation, le drapeau, la Marseillaise, la laïcité, et là, en ce moment, on est en train d'abandonner le social. Je ne sais pas très bien ce qui va nous rester. J'y reviendrai sur cette petite question polémique au sein de la gauche, de la place, de l'espace qu'on laisse à l'expression du Rassemblement national sur la question sociale. Nous nous sentons, en tant que gens de gauche, dans l'obligation civique quasi morale de faire barrage à l'extrême droite. Alors évidemment, il y a toujours à savoir qu'est-ce que c'est la gauche, est-ce que c'est les partis qui la représentent, qui plafonnent à 30% des suffrages, est-ce que c'est un ensemble de valeurs, de motivations, de perspectives, d'utopies, et il y a vraiment une différence, on plafonne à 30%, mais par contre, les valeurs que nous défendons, par exemple le service public, c'est quelque chose qui est ultra majoritaire dans notre pays. Donc il y a un décalage entre ce qui pourrait être au fond d'un projet progressiste et que nous défendons mal, visiblement, puisque en tant que parti, collectivement, nous plafonnons à moins de 30%. Bref, comme je l'ai annoncé, on va d'abord prendre du champ, et je vais donner la parole tout de suite à Jean-Marie Cador, notre invité, pas étranger, puisqu'il est franco-hongrois, mais enfin, oui, c'est ça. Donc, du coup, c'est ce que je dis. Pas étranger, puisque franco-hongrois, mais qui a un regard, alors je ne suis pas sûre qu'il soit plus optimiste, mais qui a un regard qui nous permet de prendre du champ sur cette question. Merci beaucoup. Alors, je remercie d'abord l'organisation de m'avoir invité pour témoigner. On s'est rencontrés à la fête de l'humanité et on a fait appel à moi, alors je vais essayer d'être à la hauteur. Et donc, je suis non français, je suis membre du Parti communiste français depuis 1972, du Parti des travailleurs hongrois 2006, il faut bien préciser, parce que la gauche hongroise, c'est assez compliqué aussi, hein. Tout est compliqué, simple à la fois et très compliqué, et membre aussi de la gauche européenne. Donc j'étais prof de PS au lycée français de Budapest, parti en Hongrie pour voir si le bilan était globalement positif, comme disait notre camarade Georges Marchais. J'ai rencontré ma femme, donc dans un sens, c'était assez positif. Alors j'ai commencé par vous dire que c'est vrai que je suis optimiste de naissance,
mais je suis de plus en plus pessimiste. Je me suis donc, dans un moment, acculturé, et maintenant je suis en train de me déculturer depuis la montée très dangereuse de l'extrême droite en lui. Alors je vais commencer, comme pendant mes cours, à faire un peu le clown, c'est-à-dire que je vais illustrer la chose en vous montrant, ça vous connaissez quand même. C'est écrit au Hongrie. Hein. Bon, eh bien, si vous avez fait attention, pendant les Jeux Olympiques, l'équipe hongroise n'a pas arboré ce t-shirt qui est très très joli. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit maintenant, derrière, à la place de Hongrie, si vous avez remarqué? Eh bien, il y a écrit Magyarország. Magyarország, c'est le pays des Hongrois. Magyarország, c'est le pays des Hongrois, Magyar. Ce qui veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que Orbán, depuis 2008, l'année où il se fait élire pour la deuxième fois, pardon, eh bien, il magyarise tout. C'est un autocrate, ça vous le savez, hein, vous lisez les nouvelles, et nous on vit les nouvelles sur place. Alors Magyarország, ça ne veut pas dire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il renationalise, lui. Il ultranationalise tout ce qu'il peut. Et tout ce qu'on peut critiquer, tout ce qu'on peut apporter contre lui, quand on fait ça, on est des ennemis du pays. On est des ennemis de la République hongroise, qui n'est plus une république. Puisque c'est lui qui dirige tout. Et l'état de droit, c'est lui, puisqu'il a tous les droits. Alors, sur tous les plans, il a un discours, j'aurai peut-être le temps d'en reparler au cours de la matinée, mais sur tous les plans, il fait en sorte de tout déformer. Encore cette semaine, il y avait une séance au Parlement européen, et vous avez pu voir qu'il y a eu un lavage de linge sale en famille côté hongrois. Vous avez eu certains opposants, des sociodémocrates hongrois, mais très très sociaux et très très démocrates, mais qui ont toujours une petite politesse vis-à-vis d'Orbán, parce qu'ils le craignent. Puisque maintenant, ça aussi j'aurai l'occasion de revenir dans le débat, eh bien politiquement, il fait passer des décrets très dangereux, très liberticides, s'il en fallait encore. La police peut arriver chez vous, à partir de, je crois que c'était fin août, le décret est passé. On peut venir vous arrêter pour 48 ou 72 heures, comme à l'armée, vous mettre en état d'arrêt, et tout fouiller chez vous. Ordinateur, portable, voilà. Voilà où on en arrive en 2024. Alors c'est passé par plein d'étapes, évidemment. Hein. Alors j'ai pris plein de notes, mais je ne l'ai jamais retrouvé. J'ai pris trop de notes, on m'a dit, et puis je n'aurai pas le temps de vous les dire. Mais la destruction des libertés, elle est systématique. Elle est systématique depuis qu'il a viré tous les juges. Je dis viré parce que ça a été la mise à la porte de tous les juges. Tous les juges sont au Fidesz. Le Fidesz est un parti politique qui a été créé dans les années 90, au début des années 90, un peu avant 90, qui était l'espoir des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui se sont mis à voter pour le Fidesz. Mais malheureusement, il est tourné vraiment complètement à l'extrême droite. Alors j'aurai le temps aussi de vous parler de tous les pays, de tous les partis d'extrême droite présents, que le Fidesz, Orbán lui-même, hein, puisque le gouvernement hongrois est déjà un parti politique. Il faut bien s'en rendre compte. Hein. Et c'est très très grave. Et vous avez une kyrielle de partis qui s'élargit au sein de l'Europe. Puisque ça aussi, si j'ai le temps au cours des questions, sachez que les Hongrois qui vivent à l'étranger, et il y en a beaucoup, eh bien ceux-là, ils leur accordent le droit de vote. Ils ont le droit de voter, les Hongrois. Mais, par exemple, à Londres, il y a un seul droit de vote. À Paris, je pense qu'il y en a beaucoup. Hein. Par exemple, les Roumains de culture, de langue hongroise, puisque vous connaissez l'histoire
dramatique de la Hongrie dans un sens après 14-18, et bien ceux-là, Orbán, il leur a accordé la nationalité hongroise, le passeport hongrois, le droit de vote, et là, il y a des bureaux de vote. Donc évidemment, tous ces gens-là votent pour Orbán. En Slovaquie, en Voïvodine, c'est une partie de la Serbie, en Ukraine, pour parler aussi de la question ukrainienne et des migrants, des réfugiés plutôt, côté slovène, côté... Et j'en viens justement à cette frustration qu'a le peuple hongrois en ce moment. Pourquoi se tourne-t-il vers le nationalisme? Et pourquoi soutient-il autant Orbán? Eh bien parce que c'est la revanche. Et là, il faut revenir en arrière. Je vais peut-être arrêter maintenant parce que... Alors, j'en reviens en arrière, comme ça je serai moins dense. En 1914-18, évidemment, il y avait la Première Guerre mondiale. C'était déjà une sorte de revanche. Et le traité de Versailles a été signé, et le traité de Trianon a été signé un an après, en 1919. Pour les historiens, je ne me trompe pas, 1919. Et ça a été une honte pour les Hongrois, les Austro-Hongrois, d'avoir été découpés. Parce qu'on a découpé les empires centraux. Vous savez ça, hein? On ne l'a pas assez étudié en histoire, ça. Les pays vaincus ont été découpés, et salement découpés. Et les nationalistes hongrois s'en sont servis et ont accepté la politique d'Hitler et même mieux que la politique d'Hitler. Hein. Ils ont fait mieux qu'Hitler. Le dictateur hongrois qui était Rákosi, non pas Rákosi, Horthy Miklós, dont on parle beaucoup, hein, eh bien, la fin de son règne, parce qu'il n'était pas nazi, hein, il a participé à la montée de l'extrême droite et du fascisme, du nazisme. En 1944, les Hongrois, les croix fléchées, en hongrois c'est Nyilas-Kereszт, les croix fléchées déportent et arrêtent pour la déportation en 3 mois, pas loin de, on estime à ce moment, entre 650 000 et 700 000, voire plus. En 3 mois, record du monde de l'antisémitisme. Record du monde. Et ça leur pose pas de problème. C'est bon. Moi, j'en reviendrai peut-être sur ces questions. Bon. Oui, c'est je suis optimiste quand même. Hein. Bon. Je pense que c'est bien d'en voir des racines profondes. Hein. Souvent, ça va loin. Ou c'est une histoire qui est ancienne, avec des choses auxquelles les gens sont attachés, mais effectivement, ça pèse également. Pour continuer l'état des lieux de la situation et revenir plus chez nous, on a demandé à 2 élus de vous parler de leur expérience locale. 2 élus, ça va les énerver, hein, mais un des champs, un des villes. Et donc, je vais commencer par donner la parole à Gilles Noël, qui est maire de Varzy, dans la Nièvre, et qui est vice-président de l'Association des maires ruraux de France, et qui nous fait plaisir de venir partager son expérience, et si je ne me trompe pas, dans un village, une petite ville qui a la particularité de l'avoir élu comme maire, et je ne crois pas qu'il soit au Rassemblement National, mais de se jeter dans les bras du Rassemblement National, trop souvent à son goût pour les scrutins nationaux. Merci Catherine, oui, je suis campagnol moi, de la journée, et moi je suis maire d'un village qui fait 4414 hectares. Je vous expliquerai pourquoi après je commence comme ça, mais bon, on va faire mon coming out, c'est 1255 habitants. Donc effectivement, je suis dans un village, c'est un pôle de vie et de service, un ancien chef-lieu de canton, avant qu'on soit découpé dans une volonté du XXL qui nous emmène à la ville, qui déjà était XXL, mais maintenant, elle doit bien être métropole. C'est quand même fantastique. Fantastique. Mais on n'est pas à Shanghai, hein. Tu parlais de la Hongrie, mais bon, il y a des fois on se demande ce qui se passe. Bon, effectivement, donc nous on est dans ces villages, vous savez, ces villages ruraux qui ont subi toutes ces crises de population. Les chiffres de l'INSEE, c'est 1836. Vous savez, ça commence en 1836 et puis après, on fait des recensements
Dans mon village, depuis 1836, à quelques reprises, la population a augmenté, selon l'INSEE, ou selon la police, comme vous voulez, parce que, et le dernier, c'était en 2024, au 1er janvier 2024, l'INSEE nous a annoncé que nous avions plus 4 habitants. Et fantastique par rapport à nous. Mais on est dans ces villages où effectivement on a perdu cette population, on a perdu ces services, l'État s'est occupé de nous d'ailleurs, pour nous permettre de ne plus avoir de services publics sur place, versant donc la direction des finances publiques. Alors on a encore une gendarmerie, nous, mais mon voisin à côté l'a perdu, enfin tout ce qui était nécessaire pour faciliter la vie dans les campagnes. Et puis au milieu de ça, la vie moderne s'installant, effectivement, on a un petit supermarché, mais les supermarchés sont à 16 km, tout le monde a 3 voitures, de la vaisselle et j'en passe et des meilleurs. Amazon vient chez nous, effectivement, vient chez nous. C'est d'ailleurs sûrement une vision politique intéressante pour nous, puisque les médicaments, on pourra se les faire bientôt acheminer par drone, on mange déjà des pizzas dans des boîtes comme ci, comme ça, et on se fait livrer tous les 4 matins. Bon, je ne veux pas trop insister sur ce côté-là, parce que je ne suis pas là pour vous faire pleurer, sauf à vous dire quand même qu'au-delà de ça, ce monde rural, ce milieu rural, en France, on est 33% de la population française en moyenne vit en milieu rural. Le milieu rural, c'est moins de 3500 habitants. Toutes ces villes de moins de 3500 habitants. Et en moyenne, on occupe 88% du territoire. C'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure, 4400 hectares. Mais par exemple, moi je viens de la Bourgogne-Franche-Comté, département de l'Anièvre. Chez nous, 55% de la population vit sur 95% du territoire. Et tout autant, les services publics, ce n'est pas qu'un cas exceptionnel mis sur le dos de Varzy. Et nous, on voit une désespérance, un désarroi, et du coup, une difficulté quand il s'agit de se projeter. Donc je vais vous donner juste 2 chiffres par rapport à ça, pour faire le lien avec le politique. En 2022, au deuxième tour des élections législatives, le candidat du Rassemblement national a fait 212 voix. On est un peu moins de 800 à voter. 212 voix. Bon. En 2024, devinez, 426. Marine Le Pen a doublé son score. Bon, c'est un monsieur qui a une barbe, vous arriverez à reconnaître que c'est pas forcément lui, mais c'est lui qui incarne ça, et cette circonscription qui est la circonscription de François Mitterrand a basculé au Rassemblement national. Alors c'est pas que depuis on s'aperçoit que les choses se délitent, c'est pas depuis cette date-là, depuis juillet 2024, mais on voit bien que ça empire. Et c'est une difficulté pour un maire comme moi, tu as raison, hein, quand ils viennent voter, d'ailleurs les mecs me disent c'est pas contre toi. Non, c'est pas contre toi. Mais on a la rage. C'est ça le terme. Donc résultat des courses, vous avez donc 63%, donc dans le cadre du championnat du monde, on n'est pas si mal passé, mais j'ai quand même d'autres collègues qui font 70, voire 80. Je vais vous donner vraiment quelque chose qui est symbolique chez nous. À 15 km de chez moi, dans un petit village, il y a 130 votants. 130 votants. Et le Rassemblement national a fait 80 voix. Et pour les mêmes raisons, on dit au maire, il est finlandais. Il est finlandais du Sud. Il s'appelle Asdin Filali. Et donc ils lui disent, non Asdin, c'est pas contre toi. Et même quand on dit et quand on échange avec eux, et c'est ça qui est la difficulté pour nous, c'est que d'un point de vue rationnel, on n'arrive pas à se comprendre. Parce que lui, il dit, mais moi je serais le premier dans les charters à être jeté dans la Méditerranée. Vous m'aurez plus comme maire, vous m'aurez plus comme chirurgien, parce qu'il est chirurgien. Et il facilite la vie de tout le monde, parce que quand je vous ai dit les services publics, la santé pour nous c'est un sacerdoce. C'est un sacerdoce. Comme en plus on a une population qui vieillit, on est dans la misère. Et donc, tout nous est imprimé pour qu'on aille à la ville. C'est tellement mieux la ville, pour des ruraux. Vous y passez, vous vous y arrêtez. Alors si vous allez aux urgences, vous attendez. Si les sapeurs-pompiers vous emmènent là-bas, ils mettent 3 quarts d'heure de plus à aller, 3 quarts d'heure de plus retour.
Ce que j'ai vu, c'est les sapeurs-pompiers qui sont un corps intermédiaire, j'allais dire, mais qui sont vraiment, pour nous, salvateurs pour ces questions de santé. Les centres hospitaliers de proximité, donc à quelques kilomètres de ces bourgs comme le nôtre, ils ont été dépecés. Alors, mesdames, c'est plus la peine d'essayer de faire votre accouchement en milieu rural, puisque les questions de sécurité font qu'il vaut mieux que vous fassiez 80 voire 100 km pour être mieux pris en charge. Mieux pris en charge quand vous arrivez, mieux pris en charge pour faire sortir le plus vite possible, puisqu'il y en a d'autres qui attendent. C'est comme ça. Donc voilà, on a une situation compliquée. Et quand vous êtes maire rural, vous devez faire face, bien sûr, à ces spectres. Les services, puisque la mairie rurale, c'est là où on frappe. Monsieur, j'ai un problème de téléphone. Monsieur, j'ai un problème de santé. Monsieur, j'ai un problème. Donc nous, on est là pour ça. Nous, on est les serviteurs, on est les interfaces par rapport à l'État, ça c'est clair, puis surtout par rapport à la réponse à apporter aux besoins de nos concitoyens. Donc la nature ayant horreur du vide, on trouve des solutions, ou on estampille des solutions pour faire face à tout ça. Mais la difficulté reste quand même prégnante. Donc du coup, j'en parlerai peut-être après, on s'organise, non pas en face à face, parce que c'est difficile de discuter avec votre plombier, de discuter avec le père de famille qui amène ses gamins à l'école, discuter avec tous ceux qui votent Front National. Discuter de face à face. Donc moi, j'ai tenté ça. J'ai même fait je peux appeler aujourd'hui des conneries. C'est-à-dire que quand je rentre dans le bar, et qu'il y a CNews qui est à l'écran, je dis au gars, tu changes ça, s'il te plaît, tu mets du sport ou de la musique. Donc ça, il le fait. Mais du coup, tout s'éteint. Il n'y en a plus un qui cause. Donc ça, c'est aussi une difficulté. Donc maintenant, je ne le fais plus. Je ne demande plus ça. Pas pour autant qu'ils viennent me causer, mais je ne fais plus ça. Je considère que la République, elle se doit de trouver des réponses, et pas simplement en ostracisant les gens. Vous imaginez si j'ostracise mes administrés, donc c'est 2 tiers. Hein. J'en ai 2 tiers à qui je ne vais plus dire bonjour, je ne vais plus répondre, je ne vais plus ceci, plus cela. Non. Nous, on a besoin de regagner ça. Et ça a aussi été une difficulté dans cette volonté de nos élus de ne plus aller au bistrot. Ou plus forcément, ou plus suffisamment, ou plus, je ne sais pas comment le dire, mais d'aller là. On a été et on est encore dans un système autocratique, pas la dimension du tien, mais au moins technocratique, qui fait que les gens ne nous voient plus, les gens ne nous connaissent plus. Alors moi je ne parle pas de mon village, mais il y a quand même des gens dans mon village que je ne connais pas, parce qu'on a aussi ces phénomènes de la pauvreté qui s'éloigne des centres-villes, des villes, pardon, et qui vient dans nos campagnes. Ce qui fait on le voit nous par rapport à l'école, on a des effectifs scolaires qui fluctuent, mois après mois, avec des familles qui viennent et qui s'en vont 3 mois après. On n'a jamais vu ça. Bon, voilà, ça fait partie des choses. Donc on a un spectre qui n'est pas du tout favorable. Pas du tout favorable dans la question du grand écart. J'en reviendrai tout à l'heure. Le grand écart, ça va à peu près ce que ça veut dire, le grand écart. Mais vous avez une position supplémentaire. Par contre, ça casse après. Et là, on est à cette position supplémentaire. Maintenant, moi, comme mes collègues, on essaye de relever le défi et qui ne passe pas par le côté rationnel que moi j'avais en tête, que j'ai essayé, j'ai discuté, j'ai fâché. Et résultat des courses, on est arrivé à ce que je vous disais, à ces 60 et quelques pourcents. Mais pas que chez nous. Par contre, juste un détail, chez nous, je vous ai dit 413. Comme on pèse 33% de la population française, c'est pas nous qui avons le plus gros volume, c'est vous, la ville. Même si avec 8%, 10%, on se cause de dire à Paris, le Rassemblement national fait des petits scores, en pourcentage. À Varzy, ils font des scores incroyables. Mais simplement chez nous, c'est en pourcentage. Chez vous, en ville, c'est en volume. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, eh ben non. Le Rassemblement national, il impacte énormément le milieu rural, mais c'est en ville qu'il pèse le plus en voix. Ça aussi, il faut qu'on se le dise et qu'on. Donc moi, j'insisterai après dans les parties sur ce que j'ai entendu sur une justice territoriale. On a besoin de renverser les choses et ou la table.
et regagner la confiance de nos concitoyens, les petits et les grands. Oui, Gilles, vous m'entendez? Oui, dans la préparation, Gilles m'avait remis le nez sur ça, le nombre de voix. C'est toujours intéressant de se rappeler de ce genre de choses. La deuxième chose intéressante, c'est ce qu'il dit sur le dialogue et le rationnel. Et à gauche, on est souvent comme ça. Quand je disais qu'on s'en fait un devoir moral, on est un peu dans cette position-là. Et plus on est dans cette position-là, plus on est dans la version morale, plus on est dans la condamnation, plus on est dans l'ostracisation, aujourd'hui, plus on fait gagner le Rassemblement national. Enfin, en tous les cas, moi, c'est une des pistes, une de mes convictions absolues. Tous les discours qu'il y a eu et qu'il y a partout de la gauche, je dis bien passant, ça va faire un peu ramassis, mais de dire ah oui, ce peuple qui comprend rien, qui est en colère et qui vote pour, etc. Tous les discours qu'on a entendus sur les Américains, parce que c'est plus facile de le voir, cette façon de mépriser le peuple et du coup de s'interroger quand on est vraiment de gauche et rationnel sur est-ce que la démocratie a un sens. Je pense que c'est extrêmement délétère et c'est une vraie catastrophe. Et donc je pense qu'on pourrait y revenir. Et moi, ça me paraissait être une piste tout à fait utile. Bon, la maire des villes. Là, elle en a pris. Non, mais alors, justement, c'est intéressant que j'intervienne juste après parce que. Je vous la présente quand même. C'est Sophie Camara, elle est maire du premier arrondissement, le premier secteur de Marseille. Le premier secteur arrondissement. Ouais. Je peux vous décrire en 2 mots d'ailleurs d'où je parle parce que c'est important. Et notamment parce que dans ce que tu as décrit, en fait, il y a aussi des points communs. Parce que quand on dit qu'il faut rassembler, il faut aussi aller chercher les points communs. Alors après, moi, je parle aussi d'une ville qui est une métropole très particulière, parce qu'elle est très pauvre en son centre, je m'appelle. Donc moi, je suis élue, en fait, du centre-ville de Marseille, gare Saint-Charles-Canebière, tout le monde connaît, la rue d'Aubagne, avec des quartiers paupérisés énormes, 40 000, des milliers de logements indignes, des milliers d'évacués, etc. Et on est dans ce problème-là, en fait. Et ça, c'est la partie du premier arrondissement qui fait partie d'une circonscription, une des plus à gauche de France, celle où il y a eu Mélenchon et aujourd'hui Emmanuel Bompard, et que donc avec d'autres arrondissements. Et de l'autre côté, j'ai le 7e arrondissement, qui est un des arrondissements les plus riches de Marseille, et qui lui fait partie, ouais, et c'est passionnant, donc au-dessus de la corniche et tout ça, et qui lui fait partie d'une circonscription qui vient de basculer à gauche. Aux dernières élections, sous l'impulsion du Front républicain. Et donc cette circo-là, elle était à droite classique, elle est passée Macron, et aujourd'hui c'est un camarade que j'aime bien, qui est du PS, qui est Laurent Lardite, très proche, qui était élu le printemps marseillais, qui est devenu député. Et donc je suis maintenant dans un secteur où la gauche a progressé finalement, et donc je pense que j'ai cette chance-là, et je voulais en toucher aussi 2 mots. Cela dit, les points communs, c'est que du coup, moi aussi j'ai les pompiers tous les jours. Et moi aussi, je confirme que la première demande des gens, quand ils me voient, c'est de me voir, en fait. Et donc, je vais essayer de développer ça, mais on a l'impression qu'il se joue aujourd'hui, notamment à l'échelon local, une bataille de quelle est la vraie réalité et un besoin de convivialité, de rencontre et de se retester sur qu'est-ce qu'on... Les gens ont besoin de nous voir, pour tâter que c'est vrai ce qu'on fait. C'est très passionnant à vivre et ça suppose même parfois un engagement physique de l'élu local qui, je pense, est de plus en plus présent. Moi, je voulais juste aussi dire un petit mot, parce que je vais parler là des leviers locaux de la commune, de la municipalité, mais mon parcours à moi, je pense qu'il est un petit peu représentatif de la gauche, puisque avant d'être maire élu local, j'ai travaillé 20 ans dans le privé au service des comités d'entreprise. Donc je travaillais dans le milieu de l'entreprise et du travail. Et j'ai fait l'amère expérience du déclin des droits sociaux, des comités d'entreprise, etc. Et aujourd'hui, j'ai quitté l'engagement du lieu de travail pour être dans l'engagement du lieu de vie. Et je pense que c'est important d'avoir ces 2 choses-là en tête, parce que moi aujourd'hui, j'étais sur la liste des camarades du PC et je suis d'accord qu'il faut reprendre la main sur le lieu de travail, mais quelle tristesse de dire que la gauche, en fait, aujourd'hui, c'est devenu un terme de conquête d'aller sur les lieux de travail. Et qu'aujourd'hui, notre point fort, c'est le lieu de vie. Donc moi, aujourd'hui, je m'investis sur le lieu de vie en ayant bien en tête, et je voulais le dire en introduction,
que la dignité au travail est une conquête majeure à reprendre. Évidemment, je ne vais pas développer là. Ça a été à l'origine du Trumpisme, ça a été à l'origine de la montée du RN. Et aujourd'hui, évidemment, on a des phases de radicalisation raciste, complotiste, qui sont très très puissantes maintenant. Mais je voulais quand même rappeler cette source-là. Voilà. Et ça va me faire ma transition sur la métropole d'Aix-Marseille-Provence, qui ne se résume pas à Marseille. Et d'ailleurs, qui est assez étonnante aussi, c'est presque un modèle inversé de métropole, puisque la ville-centre est le repoussoir des communes riches autour de Marseille. C'est-à-dire qu'il y a un vote RN qui existe de très droite radicalisée à l'extérieur de Marseille contre la ville de Marseille, les quartiers nord, la drogue, etc. Et donc ça, c'est aussi une métropole qui ne fonctionne pas du tout aussi par rapport à ça. C'est qu'elle est affaissée, son centre est rejeté par sa périphérie, donc un modèle inversé. Mais si je vais sur cette métropole et que je vais dans les anciens bassins, dans les bassins pétrochimiques, portuaires et industriels, le vote RN, il est puissant depuis longtemps. J'étais candidate au régional en 2015. Marie-Maréchal Le Pen faisait 50% des premiers tours dans ces bassins industriels-là. Et c'est quand même, je voulais parler du levier de résistance locale, parce que malgré tout, et malheureusement je crains dans son bout de course, il reste des communes issues de l'ancien communisme et socialisme municipal, donc Fos, Istres, Martigues. Il y a eu Vitrolles aussi, qui a été une ville emblématique de lutte contre Maigret à l'époque et qui est toujours de gauche et qui avait construit un modèle alternatif qui tient encore de réinvestissement des écoles, des services publics, de la vie culturelle et associative. Eux, ils tiennent encore. Je crains effectivement que tous ces vieux maires en bout de course de toutes ces communes de la métropole d'Aix-Marseille perdent à la prochaine élection, qu'on se retrouve avec une métropole du coup, parce que nous, notre sujet en ce moment, c'est que le RN bouffe la droite, et donc c'est ma crainte pour la prochaine fois. Mais avant d'être la crainte, je voulais quand même dire que ça a permis de résister longtemps, et que ce modèle-là est reposé, puisqu'on parlait d'économie hier, sur quelque chose dont on ne parle plus, et qui est la fiscalité locale redistributive, puisque ce sont des villes qui ont développé un haut niveau de service public grâce à la taxe professionnelle sur la pétrochimie, qui n'existe plus aujourd'hui. Et quand ils sont rentrés dans la métropole, ils ont maintenu des attributions de compensation pour garder ce niveau de service qui est un acquis. Et aujourd'hui, je pense qu'on va arriver au bout de ce système. Mais c'est dingue qu'on ait pu ce souvenir-là et cette réflexion-là, et qu'on ne soit pas en train de réfléchir sur la déconnexion entre la production de richesse et l'arrivée des entreprises. Et je reviendrai après sur Marseille, sur le numérique et les data centers et tout ça, et le fait qu'on ne bénéficie plus de la richesse produite sur son territoire en direct, quand on est une commune. Et ça a été la base quand même des acquis de gauche, de la gauche municipale. Et c'est encore par là que ça tient. Donc je voulais attirer votre attention. Je voulais citer aussi le cas de la ville de Miramas, qui est aujourd'hui, c'est Fred Vigourou, pardon, je pense que vous le connaissez, ça qui est encore là, lui aussi, je ne sais pas s'il va résister, mais il y avait un très bon article dans le magazine Society d'août 2022 qui s'appelle Logistic City et qui décrit parfaitement la bascule dans cette commune et ce que la mairie tente encore de faire pour éviter la bascule définitive, puisque c'est un bastion cheminot du fret ferroviaire, Miramas. Le maire se bat toujours pour défendre son fret ferroviaire, il se bat aussi pour mettre d'autres activités économiques, mais sont arrivées les plateformes logistiques qui se sont accompagnées de tout ce qu'on connaît, les emplois précaires, d'intérimaires, etc., et qui sont l'un des terreaux de la montée du vote RN. Et donc suspense entre la volonté de la municipalité de lutter contre ça et cette tendance de fond, qu'est-ce qui va se passer. Donc, puisque j'en venais sur l'économique, est-ce que vous savez que Marseille, je pense que vous savez que Marseille est gangrénée par la misère, le narcotrafic et la violence sur une large partie de son territoire, pas partout. Est-ce que vous savez que Marseille est le 5e hub mondial de Internet? C'est-à-dire que nous avons 16 câbles sous-marins, 5 data centers, et nous sommes en train de devenir une capitale de l'économie numérique. Eh bien, écoutez, grand bien nous en fasse. Grand bien nous en fasse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je compare les deux modèles, le modèle pétrolier que je vous ai décrit, il produisait de la richesse, il produisait des emplois, il produisait de la fiscalité redistributive et, point faible, l'écologie évidemment, donc besoin de transition écologique. Je prends le modèle numérique actuel que nous avons à Marseille.
Il produit de la richesse, il ne produit pas d'emploi. D'après le directeur général d'une société de data center à Marseille, c'est à peine 500 emplois directs de tout ça. Il produit peu d'emplois, il ne produit aucune retombée fiscale sur la commune. Et les problèmes écologiques, on les a sous une autre forme, hein. Consommation d'eau, émissions de chaleur, énormément de consommation d'électricité, avec toute la bascule sur la transition énergétique qui est en train de se faire en parallèle, donc des enjeux considérables. Et pendant que vous avez donc ce gisement de richesse mondiale, et ben nous, on crève de misère, de violence et du narcotrafic. Ben, je ne sais pas, mais là, il y a quand même, je pense qu'on est au cœur d'un des grands sujets. Ensuite, je vais finir quand même sur ma petite cannebière pour vous donner quelques éléments positifs, parce que le point commun, c'est la convivialité et tout ça, mais c'est vrai que effectivement, moi, j'ai la chance d'être quand même dans un centre-ville qui, du coup, brasse énormément de mixité sociale, d'abord par ses habitants qui viennent de toute la France, de tous les pays, et c'est pas du tout d'un côté les blancs français et de l'autre les maghrébins, c'est bien plus que ça. Quand je tiens au bureau de vote, c'est toutes les régions de France, une russe, une ukrainienne, une portugaise, des maghrébins, il y a tout le monde. Et donc, et aussi, dans un centre-ville d'une métropole, même si elle est pauvre, eh bien, vous développez une aptitude à la tolérance parce que vous côtoyez tous les jours le toxicomane craqué qui côtoie le touriste américain et l'habitant. Et donc ça développe une espèce de, c'est un mot trop à la mode, de résilience ou d'aptitude à vivre ensemble qui a ses limites, et j'y viendrai après sur ce qu'on fait, mais en tout cas qui existe. Quant à ce qui s'est passé pendant la dissolution, je voulais parler, parce que je suis sur le lieu de vie, vous avez compris, je suis passée du lieu de travail au lieu de vie. Dans vie, qu'est-ce que c'est la vie? C'est d'abord les enfants. Et je voudrais témoigner de ce qui s'est passé, moi, de ce que j'ai vécu pendant la dissolution, où j'étais comme vous tous, je pense, mal au ventre, pas bien, etc. Sauf qu'on était au mois de juin. Et au mois de juin, on voit les enfants dans les écoles. On remet des petits diplômes de fin de CM2, il y a des tournois de sport. Et j'ai vu les petits, j'ai dit, je vois Virginie qui est là, qui est avec moi dans mon exécutif. Tu te souviens, Virginie? J'avais dit, c'est pas possible, ces enfants-là, ils ne peuvent pas perdre. Moi, ça a été mon moteur. Les petits du centre-ville de Marseille, donc quartier très mixte, ils ont toutes les couleurs de peau, toutes les couleurs de cheveux. Sur 50 gamins, il n'y avait pas un prénom qui se ressemblait. D'ailleurs, il n'y avait plus de petit Pierre, mais il n'y avait plus de petit Mohamed. C'était d'une incroyable diversité. J'allais sur les terrains de sport, il y avait filles, garçons mélangés, puis les filles à fond. Je croyais que c'était ma mairie qui avait donné consigne. Les animateurs m'ont dit non, ils arrivent, ils se déshabillent chacun, puis après ils y vont, puis alors les petites filles, il fallait voir. C'était incroyable. Ça m'a donné une énergie pas possible. Si vous voulez vous remonter le moral, allez dans les écoles de Marseille. Et là, vous voyez un truc de dingue qui ne correspond absolument pas à ce qu'on vous dit de la France d'aujourd'hui, mais qui parle sans doute des décalages entre les territoires, bien sûr. Et c'est pour ça que j'en veux beaucoup à Mélenchon, qui parle de la France nouvelle parce qu'il a très bien vu ça, et je sais qu'il parle de ça, et qu'il l'oppose aux autres. Moi, je voulais juste vous donner ce message d'espoir, parce que ces petits, ils perdront pas. Voilà, ils perdront pas. C'est la France de demain. Voilà. Ensuite, nous, on fait le plan école. Et bien, au même endroit de ces petits, qui est donc près de la gare Saint-Charles, c'est un quartier de gare, c'est un quartier un peu mal famé à certains endroits, n'est-ce pas? Et on a livré la première nouvelle école, donc école publique, du plan école de Marseille. Je vous assure, j'ai fait la rentrée, j'en ai encore les chairs de poule. C'est-à-dire que ces petits-là que je vous ai décrits, ils ont une école flambant neuve, lumineuse, avec un arbre au milieu, des écrans numériques pour les instituts, le kit de fourniture scolaire sur la table, et c'est fabuleux, quoi. Et on est passé de 1950 à 2050, et là, dans le quartier, ça a fait un bien fou. Et il y a 2 jours, il y a une jeune femme qui est venue me dire, elle dit, Madame la maire, vous savez quoi, l'école, elle n'est pas encore taguée. Tu vois, je crois qu'elle a fini par l'être, mais c'est une espèce de besoin énorme. Il faut faire ça, c'est un fondamental de l'école, mais vous n'imaginez pas le bien-être que ça diffuse. Ensuite, ce que je voulais vous dire aussi, c'est par rapport à ce vivre ensemble. Nous, la ville de Marseille, je voulais vous parler parce qu'il faut aussi traiter certains sujets. Et nous, moi, on travaille une police municipale de proximité. Je voulais parler de ce qu'on fait en 2 mots quand même, cette police municipale de proximité, parce qu'elle vient d'arriver à côté de ma mairie et moi, elle me soulage beaucoup. C'est une police municipale, on a recruté des effectifs, on lui donne des sujets concrets à faire, lutter contre les décharges sauvages, les nuisances sonores, faire de l'îlotage,
et ça fait énormément de bien. Par rapport au SDF, on les a fait travailler, on les fait travailler avec le SAMU social, ils ont rencontré les travailleurs sociaux spécialisés sur la toxicomanie, parce que j'ai malheureusement dans le centre-ville des toxicomanes en manque, comment on fait, etc. Et ça fait énormément de bien, ils sont énormément populaires. Et ça joue sur une fibre de gauche qui est le civisme et la douceur. Et ça compte aussi. Et moi, j'ai beaucoup de remerciements de ça, de mon électorat de gauche, je voulais vous le dire. Et pour la petite anecdote, il y a 2 jours, il y a quelqu'un bien placé dans la police municipale de Marseille qui m'a dit que la préfecture de police nationale était jalouse du compte Twitter de la police municipale de Marseille. Il dit, mais comment ça se fait que vous avez beaucoup de likes, vous n'avez pas de commentaires négatifs? Bah ouais, mais enfin, on ne publie pas des photos de bergers allemands en train de baver, quoi. Voilà. Donc en fait, il y a quand même un sujet. Et pour finir, voilà, je voudrais finir quand même. Non, je ne peux pas, j'aurais tout dit. Je pense que, bah oui, mais il y en a beaucoup d'énergie là-dessus. Je pense que même si il faut rester ferme sur ses valeurs malgré tout, donc je voudrais finir sur SOS Méditerranée, voilà, parce qu'on aurait pu nous dire, mais vous soutenez SOS Méditerranée, vous allez exciter l'extrême droite. Non, parce qu'ils sont de toute façon, quand on fait rien, ils sont excités, et quand on fait, on est excité. Par contre, SOS Méditerranée, c'est un grand objet de mobilisation de la société civile marseillaise. SOS Méditerranée, c'est pas la vague de submersion. 37 000 personnes sauvées depuis 10 ans. Si ça angoisse quelqu'un, rassurez-vous. Par contre, à l'initiative d'SOS Méditerranée, c'était la société civile marseillaise et c'était le capitaine du port de Marseille qui avait mobilisé les gens de mer pour réserver un emplacement pour l'Aquarius. Et aujourd'hui encore, on soutient SOS Méditerranée et c'est par exemple 5000 jeunes qui vont dans les concerts de soutien à SOS Méditerranée. Et je voulais quand même finir là-dessus parce qu'on a quand même un électorat de gauche qui est très diffus mais qui est toujours apte à la mobilisation. Nous, on a eu la réserve citoyenne pendant les élections législatives. La chose qu'on ne sait pas faire, c'est les organiser, les tenir dans le temps. Mais je voudrais dire à quel point quand même ça fait du bien aussi et que pour moi en fait c'est même pas un choix de tenir bon sur ces valeurs-là et voilà et de tenir la dragée haute. Et surtout, je n'ai même pas eu besoin de lui dire qu'il ne fallait pas qu'elle ne plombe l'atmosphère, elle ne va pas plomber, bien au contraire. Mais d'ailleurs, aucun de nos 2 élus ne nous a plombé l'atmosphère. Ils ont encore beaucoup d'énergie. Sophie a mis le doigt sur un truc très important, sur lequel effectivement, je pense, parce que j'ai parlé d'un certain nombre de valeurs fondamentales, mais moi je crois qu'il y a vraiment une question autour du travail, de la production, du contrôle de la production. On a eu une table ronde fort intéressante sur produire des richesses, il y a eu des choses dites autour de l'économie sociale, mais je crois qu'il n'y a plus de projets portés à gauche pour le contrôle, les nationalisations quand il y a besoin, la prise de participation en action quand il y a besoin, la planification, la réindustrialisation, un MIT à la française, on n'en parle plus, mais c'est pareil. Donc tous ces sujets-là qui viennent rencontrer la question de la production de richesse, de la dignité au travail, parce qu'effectivement ça ne crée pas les mêmes salariés. Eh bien oui, je crois qu'il faut absolument que la gauche se saisisse de ça, c'est une des solutions, et on ne peut pas, me semble-t-il, se limiter à un discours de « il faut faire payer les riches ». C'est une vision pratiquement catho pour moi. Hein. Bien sûr que les plus riches doivent payer plus, c'est pas ça la question qui est en cause, mais ce qu'il faut, c'est avoir de nouveau, à mes yeux, une analyse un peu marxiste sur les rapports de force et les intérêts de qui la gauche défend. Bon, ça c'est aussi un sujet qui me passionne, donc je vais essayer de m'arrêter quand même. Hein. Et je vais passer la parole à nos invités invités, amis, représentants des organisations de gauche avec lesquelles on travaille souvent, Pierre Jouvet et Christian Piquet. Je vais vous les présenter dans 2 minutes, parce qu'il est sûrement temps aussi de prolonger au-delà de l'action locale dont on a rappelé l'importance, que cette action locale soit épaulée de solutions nationales. Comment on refait une alternative? Est-ce qu'il faut faire une réforme de l'institution? Est-ce que ça répondra à la crise politique qui est une des composantes à la fois de la désagrégation de la nation française et
et de la prolongation du Rassemblement national. Est-ce qu'on peut éviter les politiques aériennes? Je vous avais dit que j'avais un sujet polémique, alors Christian m'a déjà entendu, et puis peut-être d'autres aussi. Mais moi, vous m'entendez pas? Oui, Christian m'a déjà entendu sur mon petit sujet polémique, mais Pierre le prendra avec amitié, mais je ne comprends pas que les élus de gauche, du NFP, ne votent pas la PPR du Rassemblement national sur la suppression de la réforme des retraites. Je ne comprends pas. Je ne sais pas comment on va expliquer à des électeurs qu'on est d'accord sur le fond, mais qu'on ne vote pas sur la forme parce que c'est le Rassemblement national. Je ne sais pas comment. Enfin, bien sûr, on peut trouver des explications, on peut faire des grands éditoriaux pour expliquer pourquoi on a pris cette position. Mais c'est incompréhensible, à mon sens, au quotidien. C'est trop rationnel, c'est donc parfaitement... Enfin, trop rationnel, je ne sais pas d'ailleurs, si c'est vraiment rationnel. C'est trop calculateur, mais voilà, c'est trop calculateur et ça ne peut pas fonctionner. Donc, est-ce qu'on doit avoir que l'intérêt général et se positionner comme ça en disant peu importe qui œuvre, moi je suis pour l'intérêt général du Français, j'avance. Est-ce que le Front républicain est une solution? Je vous rappelle qu'en 2015, un candidat socialiste qui menait une liste dans le Grand Est a eu l'outrecuidance de maintenir sa liste au deuxième tour, alors que Florian Philippot pour le Rassemblement national avait fait presque 40%, que la droite avait fait 22% et lui 19%. Donc c'est vous dire, et à l'impératif qui lui avait été demandé de retirer sa liste pour faire Front républicain, il a répondu non. Ça n'a pas empêché les élus de droite de réunir suffisamment de voix pour être élus, donc le Rassemblement national a été battu. Et la gauche a été maintenue, elle a refait ses 19%. Bien sûr, il y a sûrement des électeurs de gauche qui sont allés faire ce boulot-là, mais c'est pas tout à fait la même chose. Et aujourd'hui, cette fois-ci, c'est toujours la droite qui gagne, mais avec un peu plus d'un tiers des voix, mais la gauche a presque fait un tiers des voix, et le Rassemblement national est en troisième position. Donc, est-ce que, pour les régionales passées, donc c'est pareil, hein, c'est une petite polémique et une petite pique. Est-ce que le Front républicain est la solution pour faire reculer? Là, j'avais envie d'être un peu provocatrice. Et donc, je laisse la parole tout d'abord à Pierre Joubert, qui est mon voisin et qui est aussi devant moi. Donc, forcément, j'ai une petite amitié particulière en tant que dromoise. Pierre est député européen depuis les dernières élections. Il est secrétaire général du Parti socialiste et il est également conseiller départemental de la Drôme. Non. Merci Catherine, bonjour à toutes et à tous, merci pour votre invitation et merci pour ce débat qui, disons-le, est un débat qui agite toutes les rentrées politiques à gauche et qui agite tous les débats à gauche depuis maintenant de nombreux mois sur comment lutter contre l'extrême droite, comment rassembler les Français. Et je pense que si nous voulons répondre à cet impératif, qui est d'éviter l'arrivée de Marine Le Pen à l'Élysée et d'une majorité absolue du Rassemblement national à l'Assemblée nationale dans la foulée, on doit regarder les choses avec lucidité et sans les esquiver. Catherine, tu viens de le dire, je suis député européen depuis quelques mois, mais j'ai été surtout pendant longtemps, plus de 10 ans, élu local dans la Drôme, sur un territoire à la fois rural et périurbain, moins rural que toi, parce que moi j'étais maire d'une commune qui s'appelle Saint-Vallier, qui est une commune de 4500 habitants, et président d'une intercommunalité de 35 communes pour 50 000 habitants, mais on était dans des nombreuses problématiques comparables à celles que tu décrivais. Et pendant longtemps, on a tenu un discours, il faut le dire, réel sur l'état géographique des ruralités en France, parce que j'aime parler des ruralités, je crois qu'elles sont protéiformes et on doit les prendre comme ça, sur le fait que les services publics aient disparu, c'est vrai, que des services de proximité aient disparu, c'est vrai, que nous, en tant que maires, élus locaux, on fait le front et le barrage pour permettre à nos administrés de tenir, mais malheureusement, je crois que ça ne suffit pas de prendre ce regard. Et vous savez, quand on voit qu'au sortir des résultats des élections législatives voulues par le président de la République, l'extrême droite, enculée entre le RN et leurs nouveaux alliés ciotistes, ont fait environ 11 millions de voix. 11 millions de voix à l'échelle nationale. Sur ces 11 millions de voix,
70% d'entre elles, 70% de ces 11 millions de voix, ont été réalisées dans des communes de moins de 20 000 habitants. Voilà la réalité. Ça, c'est factuel, ce sont les chiffres, c'est le vote de l'extrême droite. Quand vous prenez le résultat des élections européennes, quelques semaines avant, le 9 juin, Jordan Bardella, avec sa liste, a fait dans les 150 circonscriptions les plus rurales de France. Qu'est-ce que sont les 150 circonscriptions les plus rurales de France? Ce sont les circonscriptions, vous savez que les circonscriptions font à peu près toute la même taille, donc comment arriver à tenir ça? Ce sont les circonscriptions où il y a le plus de communes et le plus de petits villages. Dans les 150 circonscriptions les plus rurales de France, Jordan Bardella en 2019 avait fait 1,4 million de voix. En 2024, aux élections européennes, il a fait 2,7 millions de voix dans ces 150 circonscriptions les plus rurales de France. Dans ces 150 circonscriptions les plus rurales de France, en 2012, quand François Hollande a été élu président de la République, il y avait 91 députés socialistes qui étaient élus de ces 150 circonscriptions. Aujourd'hui, il reste 20 élus du nouveau Front populaire dans ces 150 circonscriptions les plus rurales de France. Et donc, moi je crois fondamentalement aujourd'hui qu'il y a, pour penser le combat face à l'extrême droite, il y a une réalité géographique à réimaginer et à reprendre en place d'un point de vue politique, dans notre organisation territoriale. Pourquoi je dis ça? Parce que quelle est la spécificité entre ces territoires, ces ruralités? On dit une chose simple. On voit les difficultés qu'il peut y avoir. On voit les difficultés liées aux services publics, etc. qu'on a décrites. Il y a un sujet dont on parle jamais. C'est que le point commun entre ces territoires, c'est le logement. On n'en parle pas du logement. Vous savez quel est le point commun entre la commune, je ne connais pas exactement le niveau, la commune dont tu es maire, la commune dont j'étais maire, et ceux et celles qui vivent dans des petites communes en France, le prix du mètre carré de votre maison. Et chez toi aussi dans l'hypercentre, mais j'y reviendrai parce que c'est un point encore différent dans l'hypercentralité des villes, avec les 600 balles. Voilà. Bah, chez moi, c'est 1000 € le mètre carré. S'il y a des Lyonnais dans la salle, ça vous fait bizarre, hein? Voilà. Ben ouais, et ben la réalité, c'est pourquoi je dis ça. Parce qu'en fait, on a du coup un sentiment qui n'est pas exprimé, qui n'est jamais dit d'ailleurs par les habitants, d'assignation à résidence, qui fait que, y compris la maison, la petite maison, le petit pavillon chez nous dans la Drôme, bien souvent, le petit pavillon avec piscine. Vous savez que la gauche on aime caricaturer en disant, alors qu'en fait, la vérité, c'est que ce sont des gens qui bossent, qui gagnent 2000 balles par mois, qui se sont achetés leur maison à 150 000 balles, qui est invendable au demeurant, après, enfin, en tout cas, ils ne font pas de culbute comme vous pouvez le voir dans les grandes villes. Et bien ça, c'est un sujet qu'on ne regarde pas du tout dans la question de la nature du vote en France aujourd'hui. Cette question de l'assignation à résidence, ce sentiment d'assignation à résidence, qui est quelque chose de très fort là-dessus. Et pendant les élections européennes, on a eu beaucoup de déplacements qu'on avait fait avec Raphaël Glucksmann. Alors vous imaginez, moi je suis plus habitué à l'électeur d'extrême droite, Raphaël Glucksmann un peu moins. Malgré toute l'amitié que j'ai pour lui, mais je sentais qu'à chaque fois il était un peu plus percuté par ça, pour dire ouais. Il y a une dame dans un déplacement qu'on a fait dans le Pas-de-Calais, et d'ailleurs Jérôme Fourquet le reprend dans son livre, qui arrête Glucksmann dans la rue et il lui dit alors pourquoi vous allez voter pour Jordan Bardella, pas pour moi, quels sont vos sujets? La dame elle dit moi le pouvoir d'achat, vous faites tout nos thèmes à nous, hein, les services publics, etc. Et elle regarde Glucksmann et elle lui dit mais vous savez monsieur Glucksmann, Marine Le Pen, et d'ailleurs elle n'a pas appelé Marine Le Pen, elle l'a appelée Marine. Elle dit Marine, c'est la seule qui n'a pas honte de nous sur la photo. Et je crois que nous, en tant que femmes et hommes de gauche, et par rapport à ce que tu disais, Sophie, de cette énergie des gamins dans les écoles, etc., il faut qu'on se remette ça en tête. On a tout un pan entier de population que par nos discours, et je le dis de manière un peu provocatrice, et dans certains cercles à gauche, ça déplaît fortement quand je le dis, qui par nos discours moralisateurs, intello, incompréhensibles dans le fond, tout un tas de gens qu'on a perdus. Et qui disent, mais en fait, vous ne voyez pas la vérité en face, vous ne voyez pas la réalité. Quand moi j'étais maire, qui avait des problèmes d'insécurité, quand je passais à la télé, je disais le sentiment d'insécurité, mais quand j'arrivais à Saint-Vallier, les gens me disaient, mais oh,
Tu les vois pas, les bagnoles qui brûlent là? T'es aveugle ou tu veux... Mais la réalité, elle est là. C'est-à-dire qu'on tient un discours auquel nous-mêmes, on le tient parce que c'est le fondement structurel, idéologique de notre pensée, mais auquel nous-mêmes, on n'ose pas aller dans les réponses. Moi, je pense par exemple que ça a toujours été ma position au Parti Socialiste, je suis très minoritaire, je le reconnais, que nous devons être beaucoup plus forts et beaucoup plus fermes sur les questions de sécurité à gauche. Et on doit les assumer de manière pleine. Ce que fait la police municipale de Marseille, beaucoup ont discuté avec Yannick Oanessian, qui est l'adjoint au maire de Marseille, qui s'occupe de ces questions-là, est remarquable et on doit l'assumer dans la question politique qu'on fait sur ce lien, cette police de proximité. Bref, tout ça pour dire que je crois profondément que on doit regarder en face ces réalités politiques que souvent on esquive. Et on se dit, il y a deux solutions finalement quand on parle de l'extrême droite. On dit soit les électeurs, j'ai eu ce débat avec Coquerel à la fête de l'UMA, soit les électeurs du RN sont tous des fachos. J'ai dit à Coquerel, écoute mon ami, il va y avoir un sujet quand même, parce que si ils sont tous fachos, les électeurs du RN, oui mais ils ne sont pas que fâchés. Le problème c'est qu'ils sont fâchés, mais pas que. Ils attendent aussi des réponses. Je vais y revenir dans un instant, mais tu as raison, ils sont tous fâchés et pas fâcheux. J'accélère un peu. Mais soit on le prend comme ça, et dans ce cas-là on ne répondra jamais à la question, soit sinon, nous, femmes et hommes de gauche, on se bunkérise dans nos îlots politiques. Parce qu'à l'inverse, nos îlots politiques, ils sont extrêmement puissants. On est ici à Lyon, il y a Fabrice, Adrien, vous connaissez mieux la sociologie électorale encore que moi à Lyon. Et à Lyon, il y a des îlots comme à Marseille, la circo de Bompard, et j'en rigole souvent avec Bompard. T'as pas besoin d'y aller dans ta circo, hein. T'es élu à vie. D'ailleurs, peut-être, je veux pas me fâcher avec tout le monde aujourd'hui, mais vous avez la même chose à Lyon, vous avez la même chose à Rennes, vous avez la même chose à Nantes, et en fait, vous avez ce phénomène extrêmement concentré avec des populations plus jeunes, plus intégrées. On dit les populations urbaines qui, en vérité, ont un vote de gauche qui est extrêmement fort. Je vais vous donner un autre chiffre, deux autres chiffres précisément. Il y a tout le débat en ce moment sur la gauche doit reconquérir les classes populaires. Alors, ok, bon. Mais c'est quoi les classes populaires? Comment on les catégorise? Il y a deux sortes de classes populaires. Et bien là aussi, on fait une erreur à gauche dans la façon dont on analyse. On se dit, et on dit avec affirmation et aplomb, l'extrême droite capte les gens les plus pauvres de ce pays, etc. Mais c'est faux. Le premier décile de population, c'est-à-dire les gens qui gagnent de 0 à 12 000 euros par an. Vous voyez, c'est vraiment ceux que tu as dans ton centre-ville et ceux que nous, on a aussi dans nos centres-villes. Ils votent à 55% aux élections législatives pour le nouveau Front populaire. Par contre, quand tu passes dans la décile de 16 000 à 30 000 euros, c'est-à-dire en vérité la classe moyenne, puisque la moyenne en France c'est 21 000 euros par foyer, eh bien eux, ils votent à 50% pour l'extrême droite. Et c'est ce que dit Catherine, et moi je partage ça. C'est-à-dire c'est la question aussi de comment on repense le rapport au travail, comment on repense aussi le rapport à la redistribution, en disant pas simplement il faut taxer les riches, ou il faut donner... Et bien typiquement, je vous donne cet exemple des déciles, quand on demande aux gens pourquoi aux élections législatives ils ont plus voté pour l'extrême droite encore, ben vous savez le premier sujet qui sort, parce que le nouveau Front populaire, c'était nous les ennemis, hein, pour ces gens-là, il faut l'avoir en tête, ils voulaient augmenter le SMIC. Qu'on se le dise ça aussi. Quand on disait, et on est, évidemment il faut le faire, mais quand on disait à ces gens qui gagnent 1007, 1008, que nous on allait augmenter le SMIC, ils allaient dire, donc ça y est, en fait la gauche, vous allez nous refaire passer dans les catégories pauvres, alors que notre rôle collectif c'est de tirer tout le monde vers le haut et d'émanciper. Et donc on doit aussi reprendre forcément cet élément-là. Et le dernier élément qu'il faut aussi prendre en considération, c'est le différentiel aussi de niveau d'études sur les votes et de ce que sont les représentants de l'extrême droite. Moi, je côtoie tout le gratin là, de l'extrême droite maintenant au Parlement européen, et c'est vraiment, on le sent en plus de ça dans la façon dont ils structurent, c'est leur base arrière. Alors maintenant, ils sont très nombreux à l'Assemblée nationale, mais leur base arrière reste là, puisqu'ils sont un peu tranquilles, ils sont loin, ils peuvent faire leur truc. Et regardez les dirigeants du RN. Regardez Bardella. Bardella, il est allé 1 an à la fac, il a raté son année de fac. Il a fait ensuite un BTS, et il a un BTS qu'on appelait à mon époque et à la sienne, BTS Action Commerciale. Vous vous rappelez, quand c'est sorti, ce que je vous dis là, c'est sorti dans le Canard enchaîné.
Et le Canard enchaîné l'a fait sortir avec ses bulletins de notes, les bulletins de notes de Bardella, qui était un piètre élève à l'école. Et à l'époque, la gauche bien pensante que nous sommes s'est dit, bah ça va le caricaturer. Au contraire, il a pris le truc et il en a fait l'effet inverse. Et aujourd'hui, vous avez la plupart des grands dirigeants de l'extrême droite qui sont peu diplômés et qui l'assument, comme en réalité, une grande majorité des citoyens de ce pays qui ont, évidemment, il y a une démocratisation de l'enseignement supérieur, etc. Mais dans nos communes, notamment, dans nos villages, dans cette France rurale et périphérique, elle n'est pas diplômée. Et donc vous avez aussi, elle est peu diplômée en tout cas, puisque vous avez un différentiel entre Marseille par exemple et les villes les plus rurales, les villages les plus ruraux, vous avez un différentiel de niveau d'études. Ça aussi, ça a été analysé souvent beaucoup par Jérôme Fourquet, notamment qui a beaucoup travaillé là-dessus. Vous avez un différentiel de 3 ans d'études entre, y compris les gens qui sont sur les mêmes professions. Et donc, vous avez aussi cet aspect-là et cet élément-là que nous, on doit prendre en considération à la fois dans ce qu'on représente, dans ce qu'on porte et dans le discours politique. Et donc, je conclue en disant que je crois qu'on ne doit pas... Il faut dénoncer les choses, il faut dénoncer ce que fait l'extrême droite quand ils sont sur la dérive, et il faut leur taper dessus comme des sourds. Matin, midi et soir, on l'a fait avec Orban cette semaine au Parlement européen, où on a boycotté, on n'a pas participé, on a essayé de poser des questions. Le type, d'ailleurs, je vous cette parenthèse que je me referme, est absolument effrayant. Moi, j'ai rarement vu dans une salle, j'ai jamais été trop côtoyé dans ma vie à des autocrates et des dictateurs, mais j'avoue que la présence même de ce type-là dans l'hémicycle du Parlement européen était assez glaçante. C'était assez... Bref, je ferme cette parenthèse, mais donc, on ne doit pas simplement être dans la dénonciation, on doit le faire, mais c'est pas suffisant. On doit être dans l'affirmation politique de ce qu'on veut porter. Parce que quand on sait, et quand on voit que tous ces thèmes, tous ces champs, le travail, la sécurité, la question de l'immigration, ne sont pas au cœur des politiques que nous portons et que nous défendons, alors on fera fausse route. Et je crains, sans être pessimiste, et je crains que l'arrivée de l'extrême droite soit inéluctable. Parce que notre seule réponse, et c'est vraiment notre conclusion, Catherine, c'est notre rassemblement, c'est notre force. Le fait que la gauche et les écologistes soient rassemblés, c'est le premier point qui permettra d'éviter ça. Mais le deuxième, pour élargir cette base et pour élargir ce socle, et si on veut vraiment aller chercher cette France populaire qui vote à l'extrême droite, on doit aussi élargir notre spectre et notre vision politique dans les propositions qu'on porte. Merci Claire. Je vais donner la parole à Christian Piquet, qui lui est membre de la BIAT et qui nous fait souvent l'amitié d'être parmi nous à plein de discussions. Voilà. Mais bon, alors, Christian, toi, tu vois ça comment? D'abord, bonjour à tous et à toutes. C'est vrai que je retrouve beaucoup de visages que j'ai croisés depuis des années et des années. La dernière fois, c'était pendant la campagne des élections européennes, où nous avons fait finalement une bonne campagne, même si les scores n'ont pas été à la hauteur de ce que nous attendions. Catherine, tu introduisais en faisant référence au pessimisme qui souvent anime la gauche sur cette situation, et puis tu nous interrogeais sur le fait de savoir s'il fallait être optimiste. Peut-être serait-il temps de donner véritablement tout son sens à la fameuse formule « le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté ». Parce que l'optimisme de la volonté, finalement, quand on regarde bien, la situation est très dure, très difficile, très dangereuse. Mais en même temps, on a bien vu aux élections législatives que jusqu'au bout, les choses ne sont pas jouées. Et il s'est trouvé au deuxième tour, au premier tour des élections législatives, sur le papier, Bardella était Premier ministre. Ou en tout cas, le Rassemblement national avait la majorité relative à l'Assemblée nationale. Mais au deuxième tour, il s'est trouvé une majorité du peuple français pour ne pas lui confier les rênes de la France. Le pessimisme de l'intelligence, c'est quand même de faire l'état des lieux, parce que sociologiquement, Pierre l'a fait, j'ai peu de choses à rajouter ou à contester de ce qu'il a dit. Mais le pessimisme de l'intelligence, c'est d'abord de voir que nous sortons à la fin du XXe siècle d'une défaite historique. La révolution ou la contre-révolution néolibérale est parvenue dans le même temps à remodeler l'ordre productif
casser les grandes concentrations industrielles, atomiser le salariat, casser les statuts, casser le droit du travail, et en même temps, il est parvenu à réorganiser la structure territoriale de la France avec cette tripartition entre les métropoles qui concentrent les richesses. Je vais à la serpe, hein, c'est un petit peu caricatural, mais ça permet de fixer les métropoles, les périphéries urbaines immédiates, et puis ce qu'on a appelé la France périphérique ou rurale, la France des sous-préfectures. De ce point de vue-là, Christophe Guilluy a été le premier, je sais qu'il est très contesté à gauche, mais il a été le premier à décrire ce processus. Et c'est à ce moment, alors qu'effectivement les mouvements sociaux, les mouvements syndicaux, d'ailleurs dans toute l'Europe, enregistraient défaite sur défaite, c'est à ce moment-là qu'une partie de la gauche a choisi de faire ses adieux au prolétariat. Ses adieux au prolétariat, c'était de dire, bah voilà, ce qui était la classe ouvrière, c'est-à-dire la base sociale, la classe travailleuse, le salariat, qui représente quand même la majorité des actifs. Ce salariat a cessé d'être la force propulsive du changement social et politique. Il faut trouver une base sociale de substitution. Le rapport de Terranova en son temps avait tout dit. La priorité, c'est les diplômés, la jeunesse et les minorités. Et on s'est retrouvé dans cette situation où, petit à petit, tandis que une grande partie du salariat, parce que c'est de ça dont on parle, ce dont tu parlais, ces classes moyennes dont tu parlais, c'est le salariat. C'est une large partie du salariat qui aujourd'hui se sent déclassé, méprisé, pas entendu, et qui éprouve le sentiment qu'au demeurant, la gauche elle-même ne lui parle plus. Il y a un président de la République, le dernier président de gauche qui a exercé ses fonctions à la tête de la Ve République, qui expliquait à un moment de son mandat que perdre les ouvriers, c'était pas un problème. Ben si, c'est un problème. Parce que le Rassemblement national, il s'est nourri de ça. Il s'est nourri de ça, il s'est nourri du déclassement, du sentiment de mépris qu'éprouvent ces salariés, du fait qu'ils n'ont plus les structures pour les défendre. Une partie du mouvement des Gilets jaunes, c'était ça. Les salariés des petites entreprises qui ne voient pas que le mouvement syndical ne parvient plus à structurer et qui s'est effectivement exprimé, même plus contre le patronat, mais contre l'État, parce que la lutte des classes, le sentiment de classe, s'est obscurci, s'est évanoui. Et le gros problème, c'est effectivement que, et le Front National, le rassemblement du Rassemblement National surfe là-dessus, en cherchant à dévoyer ce sentiment de déclassement vers tous les thèmes identitaires de discrimination, de stigmatisation, de l'immigré, du réfugié, du professeur, du fonctionnaire, tout. Mais le problème, c'est que la gauche ne parle plus à ces secteurs. Et jusqu'à aujourd'hui, parce que regardez l'expérience, je faisais allusion aux élections européennes, et c'est pas pour ouvrir des polémiques entre nous, mais aux dernières élections européennes, le piège du vote utile qui s'est refermé sur la gauche, je pense que c'est un piège du vote utile. Mais c'est un piège du vote utile, je fais quand même une parenthèse. Le fait que la gauche ne parle plus à cette classe travailleuse, à ces catégories populaires, fait qu'aujourd'hui, elle plafonne. Il y a un plafond de verre désormais sur la gauche, à moins de 30% des suffrages exprimés. Et le piège du vote utile qui s'est refermé sur les élections européennes, ça a été quoi? Ça a été que les deux principales listes de gauche, peu ou prou, même si elles ne le théorisaient pas, et même si elles s'en seraient défendues, ou si elles s'en défendaient dans cette salle, les deux, quelque part, ont reproduit la stratégie de Terranova. Parce que d'un côté, on ne peut pas aujourd'hui expliquer à ce monde du travail qu'il faut adhérer à une Europe qui a été le principal vecteur de cette contre-révolution néolibérale, et en même temps se présenter comme protectrice pour les catégories sociales dont nous parlons. Et de l'autre côté, il y a une liste qui a théorisé l'existence de deux France, de deux peuples. Un qu'il fallait laisser au racisme, et donc laisser au Rassemblement national, et l'autre qu'il fallait gagner en jouant sur les sentiments et les affects les plus ambigus, au risque
d'encourager les communautarismes, voire les alliances avec l'islamisme totalitaire. Donc nous sommes dans cette situation-là. Alors comment en sortir? Le rassemblement de la gauche, bien sûr, il est indispensable. Et il a été le vecteur, effectivement, de cette résistance dont on a parlé au deuxième tour des élections législatives. Le rassemblement républicain, indiscutablement. Mais il faut constater qu'à eux seuls, et le rassemblement de la gauche, et le rassemblement républicain, ne suffisent plus dans la mesure où ils sont en train de s'étioler. Nous avons des problèmes plus profonds qu'il faut mettre sur la table, avec courage et échanger entre nous sans tabou. D'abord, 5 pistes de réflexion pour ne pas être laissé vraiment à la serpe. D'abord, je pense qu'il faut identifier le phénomène auquel nous sommes confrontés. Je vois bien la littérature qui existe aujourd'hui, alors il y en a qui disent c'est un parti fasciste. Totalement inopérant. Même si c'est vrai, la nature fasciste du Rassemblement national, aller aujourd'hui, compte tenu de la situation que nous connaissons, aller aujourd'hui devant le peuple français en disant c'est un parti fasciste, on voit bien à quel point, pour les raisons qui ont été dites à cette tribune, c'est inopérant. D'autres disent, ben vous voyez bien, de toute façon, quand ils disent qu'il faut alléger les charges, ils sont prêts à faire peser effectivement la charge de la dépense publique sur les salariés, sur la sécurité sociale, sur la protection sociale, donc c'est un parti libéral. C'est un peu plus compliqué que ça. Et identifier le phénomène auquel on est confronté est d'autant plus nécessaire que, regardez ce qu'il fait aujourd'hui. L'habileté extrême. Parce que les Français aujourd'hui ont peur du chaos. Très peur du chaos. À cause du sentiment de déclassement dont je parlais. Et quand ils se présentent avec respectabilité, fin de responsabilité, en disant on fera chuter ce gouvernement quand on le décidera, quelque part, il ne faut pas croire qu'ils sont aujourd'hui rejetés par la majorité de leurs électeurs. Mais qu'est-ce qu'ils veulent à travers cela? Ils veulent se présenter dans un moment où la crise de régime n'a jamais été aussi forte depuis les origines de la Ve République. Et où nous sommes confrontés désormais à une crise de la République. Ils se présentent aux yeux de la classe dirigeante, aux yeux du capital, pour employer des termes... voilà. Ils se présentent comme une force fonctionnelle à la remise en ordre du pays, à la construction d'une solution bonapartiste autoritaire. Donc, nous avons besoin de faire la clarté, parce qu'on ne combat bien un adversaire que quand on le connaît, quand on l'a identifié. Deuxième piste de travail. Il faut aller, évidemment, à la confrontation avec les électeurs du Rassemblement national. Non pas, encore une fois, avec des anathèmes de nature morale, non. En menant la bataille d'idées pied à pied, en menant le dialogue. Et c'est pas facile. Mon camarade Fabien Roussel m'a expliqué comment il a perdu sa circonscription au printemps dernier. Il disait, quand il faisait du porte-à-porte, il voyait des gens qui lui disaient « Ah, mais monsieur Roussel, nous, on vous aime bien, mais il faut que ça change. » C'était même pas « il faut que Jordan l'emporte », non, il faut que ça change. Et la présence, effectivement, dans le nouveau Front populaire de Jean-Luc Mélenchon étant un facteur aggravant par l'image qu'il renvoyait à ces secteurs de la France dite périphérique ou de la France rurale, etc. Donc, il faut évidemment aller à la confrontation, ne rien laisser passer, en particulier sur tout ce qui relève de la préférence nationale. Troisième piste de travail, c'est parler au monde du travail, aux catégories populaires, de ce qui les concerne. Boris Vallaud, dans un ouvrage là, qui vient de sortir, dit qu'il faut retrouver le chemin du réel à gauche. Il a raison. Je ne partage pas tout le reste du bouquin, etc., mais là-dessus, il a raison. Parce qu'il faut aller effectivement parler à ces hommes, ces femmes qui s'abandonnent au sentiment de déclassement. Et d'ailleurs, il ne faut pas que voter Rassemblement national, une très large partie s'abstient. C'est aussi ça, parce que la défiance envers la politique, c'est pas une défiance seulement envers la gauche, c'est aussi une défiance envers la politique. Donc il faut aller leur parler du pouvoir d'achat, des salaires, de l'emploi, des services publics, de l'industrie, sans oublier ce qui parfois fâche à gauche, la sécurité, la lutte contre les narcotrafics, parce que ça touche d'abord les catégories populaires, ça touche d'abord cette France
qu'il n'a plus de service public et qui se retrouve sans policiers souvent pour la protéger. L'autre politique migratoire qu'il faut avoir le courage de mener, parce qu'affronter les phénomènes migratoires, c'est d'avoir l'objectif d'intégrer. L'intégration n'est pas un gros mot. Il faut aussi avoir le courage de dire qu'il faut s'en prendre aux causes qui font que des hommes et des femmes se déracinent en fuyant les catastrophes climatiques, les dictatures et les guerres. Et ça pose la question de la coopération solidaire. Et ça pose la question, en particulier là, aujourd'hui, où le budget de l'aide publique au développement va chuter de 28%, dans le cadre de la super-austérité que va mener Barnier. Quatrième proposition C, il faut construire des batailles rassembleuses et à vocation majoritaire. J'en cite deux. Ça fait partie des campagnes que, pour notre part, au Parti communiste, nous allons engager maintenant. D'abord, la question du renouveau industriel de la France. C'est une question qui unit le peuple français. C'est une question qui se pose à l'ensemble de nos territoires. C'est une question qui procède de l'aménagement du territoire, mais c'est aussi une question à partir de laquelle on peut faire le lien avec la nécessité de construire un nouveau mode de développement socialement utile et écologiquement durable. Et autre exemple, les services publics. Parce que c'est les services publics, c'est ce qui garantit l'égalité. L'égalité entre les citoyens et entre les territoires. Et ce qui garantit la recherche du bien commun qui est au fondement de l'idéal républicain. Cinquième piste de réflexion, c'est qu'au cœur du projet global qu'il nous faut porter pour la France demain, il y a trois questions aujourd'hui incontournables. La première, c'est le travail, tu en as parlé. Et tu en as parlé toi aussi, Catherine. La question du travail, qui doit retrouver tout son sens, qui doit d'aliénant devenir émancipateur, et qui, par conséquent, doit permettre de retrouver le sens de la déclaration de Philadelphie de 1944, qui disait « Il faut que le travailleur ait le sentiment que par son expérience, il contribue au bien commun ». Dedans, il y a aussi effectivement la manière dont les travailleurs récupèrent leur droit de contrôle et de décision sur ce qui se fait en leur nom, sur le sens du travail, sur le sens de leur production. Première chose. Deuxième question absolument incontournable dans le projet global que nous devons porter, c'est la République. La République sous son double sens de protection de tous et de toutes et d'émancipation des individus et de la collectivité, et la République au sens où, au-delà des changements institutionnels, la République doit devenir démocratique et sociale, c'est-à-dire mettre la question de la souveraineté au son cœur. Et vous connaissez la formule de Jaurès à laquelle personnellement je suis attaché. Ils sont indissociables, la souveraineté de la nation, la souveraineté du peuple et la souveraineté du travail. Et dernière chose, la France. La France. Parce que ce n'est pas un gros mot dans le sentiment de déclassement qui s'empare d'une partie de la population française, du peuple français. Il y a le sentiment du déclin de la France. Or, pour des raisons d'histoire, la nation française n'a toujours pu se concevoir qu'en se projetant à l'extérieur de ses frontières à partir des valeurs universalistes qui sont les siennes. Et donc, le fait d'avoir une France qui retrouve une voix forte dans le concert international est une question absolument fondamentale au cœur du projet que nous devons être capables. Alors évidemment de porter. Évidemment, tout ça veut dire que quelque part nous retravaillons l'élargissement du rassemblement de la gauche. Que nous trouvions les moyens que ce rassemblement de la gauche soit impulsé, fécondé par l'intervention populaire, par la participation des organisations syndicales, associatives, etc. Mais en tout cas, c'est comme ça, c'est quelques pistes aujourd'hui qui peuvent nous permettre d'enfoncer des coins et de refaire le terrain. Il est très long, le terrain qu'on a perdu, mais de refaire le terrain que nous avons perdu. C'est un sujet, comme vous voyez, passionnant, sur lequel il est difficile de faire court. Je pense qu'on est effectivement... On a parlé de l'insécurité, et c'est une question essentielle, et pour ceux qui me connaissent, c'est bien que ce n'est pas un sujet sur lequel
je manque de volonté. J'aime bien aussi, cependant, et Cécile Robert qui intervenait hier l'a dit, le remettre dans un contexte global. Pourquoi aujourd'hui la délinquance que subissent les couches moyennes et les couches populaires leur est insupportable? C'est parce qu'ils sont par ailleurs en très grande insécurité. Elle leur est insupportable, et c'est créé aussi par ces situations-là, mais c'est d'autant plus insupportable que le sentiment d'insécurité est plus vaste. Christian vient de parler de la France, de la République, et Anne-Cécile Robert disait hier qu'on était à un moment de chamboule tout en fait dans la situation du monde. À la fin du cycle qui a été ouvert par la fin de l'URSS et qui a emporté avec elle le communisme et la social-démocratie d'une certaine manière, en tous les cas dans bien des plans. La fin du cycle de 1945 qui était extrêmement importante pour la République française parce qu'on s'est appuyé là-dessus dans les 30 Glorieuses pour donner du sens à liberté, égalité, fraternité dans la vie concrète des gens. Et pour revenir sur la question du travail, et il y a eu un contrôle du capital et sa manière de ne pas avoir tous les droits inégalés dans notre histoire. La fin du cycle de 1914, voilà, les traités, on en parlait tout à l'heure, la révolution soviétique, etc., etc. La fin du cycle des Lumières, parce que on n'a quand même pas parlé, mais c'est encore plus difficile quand vous avez des gens qui sont prêts à croire tout pourvu que ça ne vienne pas des gens diplômés, pourvu que ça ne vienne pas des politiques, pourvu que ça ne vienne pas du médecin, pourvu que ça ne vienne pas du professeur, ça devient... Donc là, on a un vrai questionnement, parce que oui, notre engagement à gauche, il est très souvent arc-bouté sur cette question de la raison. On comprend, on cherche à comprendre, on œuvre en fonction de ce qu'on comprend, et on s'adresse à la compréhension de nos concitoyens, et on a d'ailleurs raison de le faire, mais voilà, on est quand même dans un cycle où aujourd'hui, à l'échelle du monde, c'est pas ça qui apparaît. Et enfin, même le cycle, elle disait, la fin du cycle de la Renaissance, qui avait ouvert la Renaissance sur la domination de l'Occident sur la planète. Donc on est dans ce moment charnière où tous ces cycles se terminent, où ça chamboule tout, et où, comme on le sait bien, en période de crise, c'est là que les monstres arrivent à pointer le nez. Je vais passer la parole à notre dernier intervenant, d'abord, qui est Dominique Charnassé, qui est le monsieur Rassemblement National, si on veut dire si je peux faire ce raccourci de l'engagement, et qui dans une vie antérieure a été cadre au secrétariat général aux affaires européennes. Voilà, c'est ça, où je m'occupais du développement de la présence. Micro. Il n'est pas dit, mais il faut que tu le mettes sur ton montant. Tu le mets sur ton montant. Tu l'as allumé en fait. Oui, t'es allumé. Dessus quoi? Il est rouge. Bon, je vais répéter, donc merci de m'avoir invité au titre du mouvement L'Engagement. Je suis à l'engagement depuis maintenant à peu près 2 ans. Et auparavant, j'étais au SGA, secrétariat général des affaires européennes, où je m'occupais du développement de la présence et de l'influence française dans les institutions européennes. Donc je suivais les questions européennes de façon transversale. Voilà. Alors, cette fois-ci, avec vous, je vais parler de 3 volets. Le premier, je vais faire un constat de la poussée de l'extrême droite au niveau du Parlement européen. On a déjà effleuré la chose, mais je vais vous donner tout de même quelques précisions. Ensuite, je verrai ça au niveau des États membres, avec les conséquences sur l'état de droit, à la fois concernant la hiérarchie des normes, l'égalité des citoyens devant la loi, et la séparation des pouvoirs. Et puis enfin, je mettrai en avant, en exergue, la position du mouvement L'Engagement dans ce combat contre l'extrême droite, qui nécessite, selon nous, j'ai entendu d'autres intervenants le souligner, une mue idéologique. Alors, tout d'abord, concernant la poussée de l'extrême droite au niveau du Parlement européen. Alors, quand on regarde les chiffres globaux, ils sont assez inquiétants. L'extrême droite a 187 eurodéputés, qui représentent plus de 25% de l'hémicycle. Alors, si on fait une comparaison,
c'est 1 eurodéputé en moins par rapport au niveau atteint par le PPE, le Parti populaire européen, qui est le premier groupe parlementaire et qui a 188 députés. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura dans les débats à la fois une pression, des votes qui vont être très, comment dirais-je, très marqués par l'extrême droite. Et je ne parle pas également de quelques députés non inscrits qui relèvent de l'extrême droite. Et au sein de l'extrême droite, heureusement, il y a une certaine division qui apparaît avec le fait qu'il y a 3 groupes parlementaires d'extrême droite. Je vais vous les rappeler très rapidement. Le groupe le plus important d'extrême droite, qui comporte 84 eurodéputés, s'appelle le groupe des Patriotes pour l'Europe, et il est actuellement la 3e force politique au sein du Parlement européen. Avant, c'était les libéraux. Et alors, ils opposent des élus hongrois du Fidesz, des Italiens de la Ligue de Matteo Salvini, des Belges, des Néerlandais du parti de Geert Wilders, mais surtout des 30 eurodéputés du Rassemblement national. Et il y a quelques semaines, Jordan Bardella en a été élu président. On peut dire que c'est un groupe nettement anti-Union européenne et pro-Poutine. Le deuxième groupe qui suit en termes d'importance numérique, avec 78 élus, ce sont les conservateurs et réformistes qui sont composés essentiellement des députés italiens du parti Fratelli d'Italia, de la première ministre Giorgia Meloni, et de 4 eurodéputés français de la liste de Marion Maréchal. Ce groupe est plus atlantiste que les 2 autres et partisan du soutien à l'Ukraine. Le 3e groupe parlementaire d'extrême droite est l'Europe des nations souveraines. C'est le plus petit groupe du Parlement européen. Il compte 25 eurodéputés venus de 8 pays. Et on trouve dans ce groupe les députés de l'AfD, de la Pologne, de la Bulgarie. Alors, en France, la France est représentée quant à elle par Sarah Knafo, qui avait été élue, je vous le rappelle, sur la liste de Reconquête qui figure parmi les 3 vice-présidents de ce groupe. Alors, un élément intéressant à souligner concernant le Parlement européen, le Rassemblement national, c'est que le Rassemblement national constitue la délégation la plus importante issue d'un seul parti national au nouveau Parlement européen, tout pays confondu. Malheureusement. Et d'ailleurs, c'est depuis 2014 que le Rassemblement national, c'était le Front national à l'époque, était parvenu en tête des élections européennes en France. Donc, vous voyez, au niveau du Parlement européen, on voit cette poussée réelle. Alors ensuite, deuxième élément, eh bien, c'est de voir un peu au niveau des États membres comment ça se passe. Alors, l'extrême droite ou les populistes sont à la tête de 2 pays, l'Italie et la Hongrie. Donc je ne vais pas revenir sur ce sujet-là. Ensuite, ce qui est intéressant à voir, c'est que ce courant politique d'extrême droite, polymorphe, entre guillemets, participe également aux exécutifs aux Pays-Bas, en Finlande, en Slovaquie, et il apporte son soutien sans participer à celui de la Suède. Et il y a très peu de temps, il y a quelques semaines, nous avons eu les élections générales en Autriche, et le FPE est arrivé en tête des élections. Voilà. Donc là, vous avez ce deuxième niveau, après les exécutifs, la participation au gouvernement, et le troisième, vous avez également une poussée de l'extrême droite, toujours dans l'opposition. Alors, je ne parle pas de la France là, mais je parle également du Portugal, de l'Espagne. Alors, le Portugal, on a fêté les 50 ans de la révolution des œillets le 25 avril dernier. Et donc là, vous avez donc une poussée globale. Alors, les conséquences des mesures prises par le gouvernement d'extrême droite, ben, c'est un grignotage des libertés, avec une idéologie raciste, anti-immigration, je parle de détail, également le recul des droits des femmes. Alors, ce qui est intéressant à voir, c'est que les mouvements d'extrême droite sont conservateurs au plan social, sociétal, attachés à l'image de la famille nombreuse, hétérosexuelle. Ces politiques ne sont pas du tout favorables à l'IGV, avec un encadrement strict, voire une interdiction.
Il y a eu le cas de la Pologne, même si maintenant l'extrême droite a été vaincue, il y a eu tout de même un phagocytage, je dirais, au niveau de l'État pour revenir, pour déconstruire ce que l'extrême droite avait pu mettre en œuvre. Et on peut prendre aussi un autre exemple. En 2022, je parle à mon collègue, en Hongrie, vous avez une loi qui oblige les femmes qui veulent avorter à écouter le cœur du fœtus battre avant l'opération. C'est une violence inouïe. Le cœur de leur bébé. La traduction, c'est ça. Il faut d'abord écouter le cœur du bébé. C'est ça, voilà. Et j'en profite pour dire qu'il y a une remise en cause aussi, une non-ratification par le gouvernement hongrois, très récemment, du traité d'Istanbul sur les droits des femmes. Oui, je vois ça, effectivement. Ça n'a jamais. C'est accepté au niveau européen, il a dit oui, et le gouvernement hongrois n'a jamais ratifié ce traité-là. Dominique, tu poursuis et tu... Oui. Alors, et également, autre conséquence, c'est le recul des droits des homosexuels LGBT, donc je ne donne pas d'exemple, et c'est également des discours climato-sceptiques à l'extrême droite, notamment en Hongrie, mais pas seulement la Hongrie. Alors, face à ça, l'engagement est pleinement conscient du danger que représente l'extrême droite. Ça fait partie de son ADN. Hein. Et d'ailleurs, on vient de créer une structure de suivi, d'études de l'extrême droite. L'histoire de ce courant politique est ancien, hein, qui revêt des formes différentes selon l'époque, afin d'identifier les incohérences, les impostures de leur programme et les vrais intérêts qui sont servis. Donc, j'ai envie de dire pour ça, vigile, analyse, riposte. C'est aussi l'une des raisons de la naissance de ce mouvement, qui est, je vous le rappelle, de lutter contre les dérives du libéralisme financier, les dégâts de la mondialisation non maîtrisée, qui avait conduit et délocalisé beaucoup d'industries, à combattre les réformes de l'État qui étaient purement budgétaires, la fameuse notamment RGPP, hein, sans aucune vision d'avenir. Bref, on a laissé sur le carreau des pans entiers de territoire et de population. Alors ce diagnostic avait conduit l'engagement à prendre le contre-pied de ces politiques, donc de conséquences et terreaux de l'extrême droite, avec notamment la réindustrialisation, la sortie progressive des énergies fossiles, le réarmement des territoires et la revitalisation des services publics. Alors, il nous faut, et ça c'est important, trouver, je dirais, un nouvel alliage. Alliage, c'est-à-dire, et là j'ai entendu effectivement d'autres intervenants le dire de façon implicite ou explicite, un nouvel alliage qui permettrait de mettre ensemble à la fois le social pour répondre aux besoins de la population, mais allier ça avec la défense stricte de l'ordre républicain au niveau de la sécurité, au niveau de la migration, des migrations. Alors là, il y a deux exemples à considérer. Hier, on en a parlé d'ailleurs, mais moi, j'avais déjà préparé ça avant notre réunion interne. L'exemple du Danemark. On peut en discuter, hein, on peut faire du benchmarking. Pardon ? Ah oui, on n'entend plus ? Non, c'est un peu plus. Ah oui, bon. Bah, le cas du Danemark, hein. Alors le Danemark, on en avait parlé ces dernières années avec la flexi-sécurité. Là, c'est simplement une politique migratoire restrictive, je dirais, pour sauver l'État-providence. Hein. Il y a là une lutte idéologique pour mettre au tapis l'extrême droite, et ce qui a eu des bons résultats au niveau électoral. Et puis le deuxième exemple, c'est en Allemagne, avec l'alliance avec Sarah Wagenknecht, hein, qui avait créé en janvier dernier le nouveau parti qui s'appelle Pour la raison et la justice, et qui elle aussi met en avant un programme social et une sévérité au niveau migratoire. Bref, vous voyez que cette situation, notamment à l'étranger et en France, requiert de penser et de mettre en œuvre une mutation idéologique afin d'avoir un espace inoccupé et qui rassemble, je dirais, les citoyens, les républicains des deux côtés de la rive. Voilà, une dernière phrase. La montée de l'extrême droite n'est pas irréversible.
Hein. Et ça, je pensais implicitement à une certaine pièce de Bertolt Brecht. Voilà, merci pour votre écoute. Merci Dominique. Il nous reste un petit quart d'heure et je vais redonner la parole 1 minute à chaque intervenant, donc il faut qu'il se concentre sur le sujet qui lui importe le plus et sur lesquels il veut conclure sa participation. Sachant que par-dessus ma tête, j'ai eu un combat de chiffres, mais qu'ils n'ont pas l'intention de repartager. On pourra faire le point, c'est tout à fait intéressant pour savoir exactement d'où viennent les voix et à quel moment. Je vais peut-être commencer par notre ami hongrois, 1 minute. Français. François. C'est pas que je voudrais pas être hongrois, hein, c'est pas le problème, c'est que j'ai jamais vu. Je ne sais pas par quoi finir, il y a tellement de choses que j'aurais pu vous raconter, notamment des anecdotes, mais c'est pas le lieu. Juste, je reviens moi sur les médias. Tu as parlé de CNews. Je ne sais plus qui a parlé de CNews, toi qui étais intervenu dans le café et tout. Ça m'a bien plu parce que en Hongrie, CNews, c'est la télé nationale. Ben, c'est vrai. Empire. Vous imaginez, c'est-à-dire que dans les médias, tout est bloqué, tout est confisqué par non seulement le pouvoir, mais la famille d'Orban. La famille. J'ai même moi été licencié d'une espèce d'émission sur la francophonie, en direction de ceux qui voulaient apprendre des langues étrangères sur la scène 5, qui était une chaîne culturelle. Eh bien, tous les réalisateurs, les producteurs de cette émission, je suis à la retraite depuis 10 ans maintenant, ils ont été licenciés du jour au lendemain, sans explication. Il faut savoir qu'en Hongrie, il n'y a pas de chômage. Il n'y a pas de chômage, ça n'existe pas. Aucun droit. Tous les droits sont supprimés. Tu veux dire les indemnités de chômage? Il y a du chômage. Il y a du chômage, il est camouflé, tout est camouflé. Les campagnes d'affiches. Sachez que si vous allez en Hongrie, évidemment, en tant que touriste, vous serez très bien reçu. À Budapest, vous ne verrez rien, la différence, vous serez en Airbnb, tout ça, pas de problème. Mais la campagne est misérable. Il y a des villages, je tiens à le dire avant de partir comme ça. Oui, il y a des villages. Ton taxi est Je sais, il va bien. Il y a des villages entiers qui sont fermés parce que ce sont des villages tziganes à 100%. Je suis dans 2 organisations gérées par des organisations féministes et d'extrême gauche et tout, et on envoie de la bouffe, des habits pour les enfants. Ils n'ont rien. Ils n'ont pas l'eau courante, pas d'école. Il y a les églises encore, mais il n'y a pas de curé, alors qu'ils sont très croyants. Enfin, tout est comme ça. C'est surtout dans l'est du pays. L'est du pays, si vous y allez, vous verrez ce que c'est que la vraie Hongrie. Et c'est en majorité des Tziganes. Je dis encore un truc, parce que c'est l'actualité. Les réfugiés, ce dont se targuait Orban de faire, d'accueillir les réfugiés ukrainiens au début de la guerre, tout ça, c'était faux. C'est-à-dire que sur la fenêtre commune avec l'Ukraine, Hongrie et Ukraine, il y a une frontière commune, avec d'ailleurs un territoire qui appartenait aussi à la Grande Hongrie, où déjà ils étaient repoussés, parce que c'était toutes ces tziganes hongrois évidemment. Donc eux, ils ont été chassés pratiquement par la guerre, mais aussi par les Ukrainiens, puisqu'ils sont chassés de partout. Bon. Eux, ils ont passé la frontière. Et Orban, au Parlement, on l'entendait dire, nous, sur place, avec mon épouse, on entendait dire, on a accueilli la Hongrie, il parle comme ça, avec son gros ventre, là, la Hongrie accueille, à bras ouverts, tous les réfugiés ukrainiens. C'est faux. Ils ont été accueillis dans les villages tziganes. Les Ukrainiens, les vrais, je vais même dire pour lui, les blancs, parce qu'il aime bien les réfugiés, les blancs, chrétiens de préférence, mais c'est vrai, il le dit, donc je répète ce qu'il dit, moi. Ceux-là, ils sont accueillis, il y a plein d'Ukrainiens qui vivent en Hongrie. Une dernière chose encore, dans le village où j'ai ma petite maison de campagne que j'ai restaurée, une espèce de petite servette pourrie, il y a un village à côté qui s'appelle Koch, où d'ailleurs on fabrique, ça c'est culturel, je suis désolé, je m'en vais tout de suite. Koch, c'est un village qui construit des voitures à cheval, parce que le cheval c'est quand même quelque chose en Hongrie, la culture du cheval, et ils construisent depuis des siècles et des siècles
des voitures à cheval. Et d'ailleurs, le mot coach, coaché, c'est pas anglais, hein, c'est du hongrois. Coach, coachi, coachish. Voilà. Et dans ce village-là, il y a eu, il y a 1 an, environ 200 réfugiés ukrainiens, tziganes, évidemment, qui ne tiennent plus dans les villages hongrois. C'est dramatique la situation. Hein. Eh bien, ils étaient là depuis 6 mois donc, et ils avaient une autorisation de 6 mois avant de trouver une solution. Que des femmes, que des vieilles femmes, que des jeunes femmes, que des jeunes filles, et quelques petits garçons, bébés. Et après 6 mois, qu'est-ce qu'a fait le gouvernement? Orban, directement. Il a rompu le contrat, et il a mis tout le monde à la porte. Ils étaient dans une espèce d'école désaffectée, sans aucun soin, sans aucune aide de personne. La Croix-Rouge hongroise. Et ils ont été mis dehors du jour au lendemain, en pleine canicule. Vous imaginez? Le type qui a fait le reportage sur la télé hongroise, je ne sais plus si c'est Kossuth, je ne sais plus quelle chaîne, il a été licencié pour avoir passé le reportage qu'il avait fait sur une chaîne pirate, par Internet. Parce qu'il n'y a que ça qui marche. Donc il y a des chaînes pirates, Internet. Voilà où on en est dans la Hongrie d'en bas. Bon, je vous donne quand même les dernières nouvelles du fond. Je m'en vais. Moi, je suis moins confiant. Dernière nouvelle. Alors, vendredi dernier, tu dois être au courant. Maintien d'état d'urgence depuis le Covid jusqu'en 2025. Comme ça, il peut faire ce qu'il veut. C'est pas des blagues. Les grandes décisions d'État, comme les contrats, sont classés secrets d'État pour 20 à 30 ans, par exemple, les fournitures de gaz, etc., d'énergie, là aussi il y a des problèmes. Et voilà. Et je voulais finir en disant que quand je reviens en France et quand j'écoute les nouvelles, pas forcément sur CNews, hein, surtout pas, eh bien, je me rends compte que quand je vois Emmanuel Macron, aujourd'hui, il ressemble étrangement à l'Orban des années 2010. Et ça me fait très très peur. Il a toujours ressemblé, mais là de plus en plus. Et je relis souvent un ouvrage qui parle du somnambulisme qui est signé Edgar Morin. Alors si vous n'avez pas lu ça, il faut le lire parce que là on ferme les yeux. Alors c'est un peu effectivement, on n'a pas parlé de cet aspect de dérive illibérale du pouvoir Macron, mais c'est une question intéressante. Merci Jean-Marie pour ta participation, merci pour ton témoignage. J'espère qu'on aura d'autres occasions. Merci encore à notre compatriote français, donc, qui, par ailleurs, a accepté la nationalité hongroise. Je vais continuer dans les gens qui ont un peu un horaire un peu rapide. Et donc, Christian, sur 1 minute, tu as un truc que tu as oublié de dire et auquel tu tiens absolument. J'ai dit beaucoup de choses, même un peu trop longuement, n'est-ce pas Catherine? Mais, non, je pense qu'on a une situation aujourd'hui qui est double. Des France qui ne s'entendent plus, qui ne se prennent plus en considération, qui ne se comprennent plus. Et le phénomène s'aggrave, puisqu'on voit bien aux dernières élections législatives, d'un côté une France qui soit se défie profondément de la politique, est à gauche, ou vote carrément pour l'extrémisme de droite, et une France qui ne va peut-être pas si mal que ça, mais qui vote, et avec à la clé des phénomènes de dérive de toutes sortes, communautaristes, etc. etc. Ça d'un côté. De l'autre côté, quelque chose qui doit, ça je ne l'ai effectivement pas dit, mais c'est quelque chose qui me préoccupe et qui nous préoccupe, c'est le sentiment d'impuissance qui est en train de s'emparer d'une grande partie de la société française. Ce sentiment d'impuissance est extrêmement dangereux. Aujourd'hui est en train, avec ce qu'a fait Macron, de s'installer un vide politique entre le sommet de l'État, isolé, rejeté, dont la légitimité est contestée par la majorité du pays, et de l'autre côté, la réalité du pays. Ce vide politique qui concourt à développer le sentiment d'impuissance est quelque chose d'extrêmement dangereux parce que l'expérience, l'histoire nous le montre, le vide politique trouve toujours une solution pour le combler.
Et nous avons comme défi, au titre de tout ce que nous avons dit qu'il fallait faire, nous avons aussi comme défi de trouver les moyens de construire face à cette crise de légitimité du pouvoir, la crise de régime qui existe aujourd'hui, qui est une crise de légitimité des pouvoirs établis. Nous avons sans doute le devoir de réfléchir à la construction d'une contre-légitimité démocratique, c'est-à-dire des moyens pour faire reculer le sentiment d'impuissance grâce à l'application pas seulement des forces du nouveau Front populaire, mais bien au-delà des forces du nouveau Front populaire, forces syndicales, mouvements citoyens, mouvements de jeunes, etc., pour effectivement commencer à construire des rapports de force. C'est aussi un des moyens, parce que c'est pas simplement la bataille d'idées qu'il nous faut mener. On a beaucoup parlé les uns et les autres de la bataille d'idées, des analyses, etc., mais il y a aussi des batailles politiques concrètes pour modifier le rapport de force, et je suis de ceux qui pensent que c'est possible. C'est une bataille extrêmement longue, extrêmement difficile. La France est menacée du pire, c'est-à-dire d'un affaissement de sa République, parce que, historiquement, on le sait, quand l'extrême droite arrive au pouvoir, c'est la République qui s'effondre, et dans ces conditions, mais il reste encore des facteurs d'espoir, des facteurs de contre-offensive. Les élections législatives, le second tour l'a montré, à nous, après, de savoir traduire ça dans ces batailles politiques concrètes qui regagnent les consciences et les cœurs. C'est l'enjeu, et ça ne va pas être triste d'en arriver à en convaincre les Français après avoir vu comment le président de la République traitait les gilets jaunes à l'époque et les très nombreux manifestants contre la réforme des retraites. Pierre, un mot de conclusion. Ouais, merci. C'est compliqué, un mot de conclusion. On a évoqué par touche impressionniste beaucoup de sujets et ça mériterait d'être approfondi. Mais comme Christian l'a évoqué, il a bien fait de le faire. Je disais en aparté à Christian pour vous faire sourire, ce qu'ont dit là les uns et les autres, je ne veux pas nous faire mal, mais on est très minoritaire à gauche à le penser. Qu'on se le dise quand même. C'est quand même ça la réalité, malheureusement. Et Christian a évoqué la note Terra Nova, cette fameuse note Terra Nova, dans laquelle je me suis replongé à plusieurs reprises pour essayer d'en comprendre les mécanismes et de voir. Mais je crois qu'aujourd'hui, le défi qui est devant nous, si on ne veut pas que ce soit trop tard et que l'extrême droite arrive au pouvoir, c'est qu'au regard de tout ce qu'on a dit, en prenant les analyses des uns des autres, etc., qu'on arrive à faire cette contre-note qui permet à la fois, de garder cet électorat jeune, urbain, on va le faire en caricature, bobo, qui vote pour nous. Voilà, c'est notre électorat, il est là, il vote pour nous de manière mécanique. On pourrait mettre une chèvre sur l'affiche avec écrit NFP ou Gauche Rassemblée, il vote pour nous. Comme ça, il est écolo un coup, il est machin. Donc. Garder cet électorat-là, évidemment, et en même temps arriver et à ne pas le perdre, en mettant en avant des thèmes et des thématiques qui sont au cœur de ce qui permettra de récupérer cette France du travail dont on a beaucoup parlé, de cette catégorie de Français qui se sont exclus, qui se sont oubliés, qui se sont marginalisés. Et je pense qu'on doit le faire dans un rôle de sérieux, dans un rôle de responsabilité, sans esquiver les sujets. Je pense qu'il faut qu'on parle, c'est pas très politique ce que je vous dis, c'est du ressenti, mais qu'on parle sans tabou des sujets. Qu'on arrête de se dire, mais si je dis ça, est-ce que ça va pas froisser une part de ça, etc. Qu'on arrête d'être dans le calcul permanent. Vous savez, moi, quand j'étais maire, il y avait la phrase qui revenait le plus quand je recevais des habitants, c'était, mais quand même, il manque un peu de bon sens là-haut. Le bon sens. Mais vous savez quoi, le bon sens? Le bon sens. Moi, j'avais voulu en faire le slogan d'une de mes campagnes législatives, le bon sens. Toute mon équipe, tous mes collaborateurs qui sont des bobos comme moi, ils disaient, mais tu peux pas mettre le bon sens c'est un truc d'extrême droite. Ben, je disais, mais non, c'est pas un truc d'extrême droite. Le bon sens, oui, mais vous voyez, c'est aussi cette bataille culturelle entre nous-mêmes à gauche qu'on doit mener. Parce qu'en fait, on veut parler à une diversité sociologique qui est très grande, et donc je pense que c'est ça qu'on doit faire, c'est ça qu'on doit construire. Moi, je suis optimiste pour la suite. Je suis optimiste si, dans ce que je vois des débats auxquels je participe, j'ai fait beaucoup de débats ces derniers temps, je suis optimiste du fait de voir qu'il y en a beaucoup qui ouvrent les yeux. Alors bien sûr, il y a un sentiment encore un peu majoritaire quand on écoute parfois les dingueries
de certains de nos camarades du Nouveau Front Populaire, je ne citerai personne, mais on entend un peu des trucs un peu fous qui sont hors sol, complètement à côté de la plaque. Mais je me dis quand même que si toutes et tous là qui portons ces projets, on arrive à les mettre concrètement en route, à les écrire de manière transpartisane d'ailleurs, je pense que ce serait un truc fort, en faisant cette espèce de contre-note Terra Nova, on gagnerait beaucoup de points pour la suite et dans les élections qui viennent. Merci en tout cas d'avoir mené ce débat. Effectivement, en deux mots, on peut dire qu'il faut refaire France et il faut refaire République. Et donc, c'est bien ça, c'est bien pour ça qu'on a mis Rassemblement français. Merci Christian, à très bientôt. Je vais donner la parole à Gilles et à Sophie dans l'ordre qu'ils veulent. Tant pis pour la galanterie, je ne m'en veux pas. Moi, je vais dire deux choses, non pas en conclusion, mais on verra un peu les choses. Je vais vous parler de démocratie locale et 2026, et je vais vous parler de développement territorial, en faisant le lien avec ce monde rural. Parce que moi, je ne voudrais pas qu'on abandonne le milieu rural comme ça a déjà été fait, je l'ai illustré un peu tout à l'heure, mais de grâce, regardez un peu ce qui se passe sur nos territoires et arrêtez d'esquisser des choses qui ne correspondent pas à la vie locale. Nous, on a un combat, mais on est cucul à praline, on est bon sens paysan, ce que tu veux par rapport à ça. Nous, c'est 2026 qui nous inquiète aussi. Comment on va reconstituer ces conseils municipaux? Comment on va redonner envie avec un État qui nous donne des normes, qui nous retire des ronds, qui nous casse les bonbons? Un État aussi, ou une justice aussi, je le disais tout à l'heure en aparté, quelquefois quand on est maire, on est confronté à la situation, on n'a pas de police municipale. Et bien figurez-vous qu'on peut se retrouver en garde à vue d'ailleurs, quand on est maire et qu'on intervient dans son village. Donc moi j'attire votre attention sur le fait qu'on a besoin, donc on n'est pas exempt de tout reproche, on a besoin de faire démocratie. Et on a besoin de reconquérir parce que on va se retrouver dans des situations où ça va nous revenir en boomerang. Donc on va faire en sorte que les petites communes, elles disparaissent au profit de communes plus grandes. Donc faisons attention à ça. Ok, il est ouvert 2 demi-journées par semaine. Ok, il passe son temps à répondre à des annotations de la préfecture et autres. Mais ça fait proximité, ça fait vivre ensemble, ça fait du bénévole, ça fait des choses dans les villages. Essayons d'avoir ça en tête. Voilà, moi je lance ce cri d'alarme parce que je m'inquiète sur le fait que ce petit échelon, des trous du cul du monde, il continue à vivre, sans bien sûr s'opposer à lui. La deuxième chose, c'est que ne nous abandonnez pas. La transition énergétique, par où elle va passer? Par ces putains de territoires ruraux. On ne va pas mettre une éolienne à la Canebière. On ne va pas mettre une unité de méthanisation à Tignon. Donc regardons les choses en face. Trouvons une complémentarité des rôles, une valeur ajoutée, pour laquelle ça nous fera des projets, ça nous fera une ouverture d'esprit, ça nous fera des gens qui vont bosser, ça nous fera une fiscalité aussi. Comme tu disais tout à l'heure, on se rejoint sur ces choses-là, pour faire en sorte qu'on vive mieux en territoire rural. Voilà, c'est juste ces deux éléments-là sur lesquels je veux insister. Tout à l'heure, j'ai parlé de justice territoriale. Redonnons un peu d'espoir, redonnons un peu d'envie. En anglais, on dit never give up. Ne renonçons pas de par ces petits territoires ruraux. Et toi, le député européen, si tu veux un peu venir dans nos campagnes, pour qu'on puisse mettre... Mais non, mais je te dis ça, pas toi personnellement. Si on veut mettre un visage, et pas simplement voir uniquement Bruxelles comme un casse-bonbon qui est utilisé, notamment par le Rassemblement national, mais pas que, par facilité. Venez un peu dans les bistrots chez nous, on en a encore quelques-uns, ou dans les fêtes que les bénévoles créent sur place. On est, je disais tout à l'heure, nous on est sur des logiques de fêtes publiques, F-A-I-T-E-S, publiques, et c'est sur la place du village qu'on a besoin de tout le monde. Donc voilà, redonnons un peu vie à cette démocratie locale. L'Union européenne est utilisée, elle donne très très souvent le bâton pour se faire battre
Mais bon, c'est pas le sujet de ce matin. Enfin, si c'est un des sujets, parce que ça participe des causes, sûrement. La parole à Sophie, oui, pour une belle conclusion, parce que par ailleurs, vous allez voir, on va se rejoindre tous les deux. Dominique et moi, on sait maintenant avec l'ensemble de ce que vous avez dit qu'on a une feuille de route de travail au sein de la Fédération de la gauche républicaine, donc on ne vous embêtera plus ni l'un ni l'autre. Et c'est Sophie qui a la parole pour conclure. Oui, je vais finir par deux bouquins et une valeur qui crée le lien en fait, parce que comme tu disais, tu parlais des bobos et tout ça, mais moi bien sûr c'est moi aussi c'est ma base électorale, mais après je les apprécie beaucoup. Et ce que je vous avais pas raconté tout à l'heure, j'ai pas eu le temps, c'est comment dans la partie plus aisée de le secteur, on a été nous soutenus le printemps marseillais à l'époque, y compris dans des classes supérieures, voilà. Et c'était, vous savez quoi, c'était la notion d'altruisme en fait, et c'était des gens qui voulaient changer de système parce qu'ils supportaient plus l'image de leur ville, et qui, moi, il y en a qui ont voté pour moi en disant, vous, on sait que vous vous occuperez de la rue d'Aubagne, faites-le en fait. Genre, bon, ils m'ont compris ce mandat. Et après, c'est des gens qui vous soutiennent, qui vous emmerdent jamais, honnêtement, et qui sont avec vous, et qui sont une base nécessaire, qui vous permet après de travailler aussi pour les autres. Et pour moi, l'extrême droite, c'est les passions tristes, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des valeurs dans la société qui existent, sur lesquelles on peut s'appuyer. Et par exemple, dans les personnalités qui habitent cette partie-là de mon secteur, il y a un journaliste bien connu dont je vous recommande le livre. Alors ça, c'est pour prendre conscience de la réalité, mais ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il fait de plus en plus de politique au sens neuf du terme. Il s'appelle Philippe Pujol. Donc Philippe Pujol qui a écrit La chute du monstre à Marseille et qui vient de sortir un ouvrage qui s'appelle Les Cramés, je pense qu'il est assez connu, en tout cas qui fonctionne bien. Philippe Pujol est un ancien journaliste des faits divers à la Marseillaise. Et là, il décrit ses parcours de jeunes cramés de Marseille qui plongent dans la délinquance, la prostitution, etc. Donc c'est assez noir, c'est des témoignages, c'est des récits. Et pour la première fois, il a fait une conclusion, je trouve, plus politique, parce que je sais qu'il a dû dire, je ne peux pas en rester là, en fait. Je ne peux pas juste romantiser cette vision noire des choses. Et donc, évidemment, il réfléchit beaucoup sur ce qu'on réentend aujourd'hui, l'aide sociale à l'enfance, la PJJ, etc. Il dit qu'il faudrait faire, au lieu d'une ANRU, il faudrait une agence nationale de la rénovation sociale. Tout ça, il est en train de réfléchir. Il est en train de réfléchir. Et surtout, à un moment donné, dans le diagnostic, ce que je trouve intéressant, c'est que lui, il ne dit pas que... il parle des trois radicalisations qui marchent ensemble. Il ne dit pas qu'il y a un phénomène qui est la réponse de l'autre. Il dit que cette déliquescence qu'on vit, ça produit en même temps la radicalisation politique, la radicalisation religieuse et la radicalisation de la délinquance. Et donc, il ne voit pas ça comme l'une étant soi-disant pour certains la réponse de l'autre, mais comme des phénomènes issus de ça. Et pour lutter contre ça, moi je rejoindrais mon voisin quand même, et avec un autre bouquin. Voisin de gauche. Ouais, si tu veux. Qui s'appelle, il y a un livre que j'ai lu il y a longtemps, mais je trouve qu'on devrait tous relire parce qu'il est sorti en 1970, c'est Maurice Agulon, c'est un historien, et il a publié un livre qui s'appelle La République au village. Et dans La République au village, il étudie comment, à la fin du XIXe siècle, le Midi Rouge du Var, il a étudié comment, dans les petits villages ruraux du Var, sont devenus un bastion de la démocratie républicaine. Eh bien, c'est passé par tout. Il a analysé, c'est un historien du petit fait réel du quotidien, et il a analysé comment il y avait eu des implantations de cercles de pensée, des presses, il y avait des tas d'animations, et c'était une politique au bistrot. Et bien, donc en fait, il n'y a pas, je veux dire pour moi, la gauche, c'est ça, c'est la convivialité et la politique au bistrot. Et malheureusement, c'est ce qu'une partie du RN a compris. Parce que souvent, eux, moi je les vois sur le terrain, il y a quelque chose, ils ne disent pas forcément grand-chose, mais ils sont toujours là, partout, dans les fêtes, etc. Moi j'ai suffisamment d'élus, je regarde à nouveau Virginie, moi j'ai suffisamment d'élus pour qu'on soit là, y compris aux événements que ma mairie elle organise, parce qu'on en fait beaucoup, on est ultra vigilants à être toujours là, parce qu'eux ils sont là avec les chartes. Et donc, ça c'est important. Je voudrais finir là-dessus, et c'est toute la démarche que moi j'aime bien aussi un petit peu chez François Ruffin, qui est une démarche d'empathie, d'immersion dans les territoires, pour comprendre où on en est, et avoir une certaine modestie, et finalement revenir à des valeurs de République pour tous, au village. Et moi j'ai des bistrots capiques sympas, et j'aime bien le bistrot aussi. Et ça veut dire que par rapport à son client,
merci à vous, aux intervenants et merci à vous d'avoir assisté avec sérieux à ce débat. Il n'y a plus qu'à travailler, il y a plein de choses qui nous viennent derrière. Et puisque c'est aussi la fin des tables rondes, c'est le moment du discours, je vais demander à Emmanuel Morel de venir à la tribune, au pupitre, le temps qu'on descende, pour le discours de conclusion de ces universités de rentrée de la gauche républicaine.